Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous nous entendez à distance. Donc, ceux qui ont leur caméra, faites oui de la tête si vous nous entendez. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à Télécom Paris pour ceux qui sont dans notre amphi Thévenin et bienvenue par Zoom pour ceux qui nous rejoignent par Zoom. Je comprends que nous avons plus d'une centaine de participants à distance et à mon avis à peu près le même nombre ici dans notre amphi de Télécom Paris. Donc, très rapidement, vous savez que la question environnementale est particulièrement importante pour Télécom Paris, puisque Télécom est la première école d'ingénieurs à avoir inscrit en préambule de son règlement intérieur sa raison d'être. Je vois les étudiants sourire parce qu'ils se disent « il nous le fait à chaque fois ». Et donc oui, je vous le fais aussi aujourd'hui pour un numérique au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Et donc, qui de mieux que notre invité aujourd'hui pour parler de ces sujets-là. Alors, je voudrais vraiment remercier Valérie Masson-Delmotte de revenir pour la deuxième fois à Télécom Paris. La première fois, c'était pendant le Covid via Zoom. Cette fois-ci, ça sera en hybride, dans cet amphi qui le permet. Et donc, c'est un sujet important pour nous. On discutait à midi de la manière aussi dont on va mettre ça en œuvre au sein de notre école, mais c'est quelque chose qui mobilise beaucoup d'enseignants, énormément d'élèves et même des alumni. Il y en a qui sont là aujourd'hui avec nous, qui participent aussi à ces changements. Et quelque chose que j'aimerais vraiment souligner, c'est la capacité de notre invité à s'exprimer envers tout public. C'est une grande scientifique, bien sûr, mais elle nous expliquait à déjeuner qu'elle fait des tweets aussi qui permettent de toucher d'autres types de populations. Et parfois, il faut se rendre compte qu'un tweet, ça peut mettre 50 heures à être préparé. J'ai appris ça. Je dois dire que je ne suis pas aussi déterminé dans ma propre activité sur les réseaux sociaux, mais j'apprends et donc je ferai pareil la prochaine fois. Donc voilà, je vais d'abord donner la parole à Dominique Sellier, qui est délégué à la transition écologique à Télécom Paris, pour nous présenter notre invité. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Merci. Donc, Madame Valérie Masson-Delmotte, nous sommes très, très heureux, je le répète aussi, de vous accueillir à nouveau à Télécom Paris. Vous êtes paléoclimatologue de rayonnement international. Vous avez contribué au rapport de synthèse du GIEC qui a été publié le 20 mars dernier. Ce rapport de 100 pages synthétise ou résume les résultats de milliers de pages de publications scientifiques internationales. Gros boulot. Vous allez nous expliquer les points clés des connaissances scientifiques sur le changement climatique, ses causes, ses impacts, ses moyens, enfin les mesures possibles pour l'atténuer et ou s'y adapter. Cette conférence donnera l'occasion de comprendre les tendances actuelles de nos futurs possibles, nos choix professionnels, nos choix personnels, nos choix citoyens. Et une séance de questions est prévue en fin d'intervention. Alors, bien que Madame Valérie Masson-Delmotte soit connue et super connue, je vais quand même faire une petite présentation. Ça va faire venir les retardataires. Donc, chercheuse au CEA, vous êtes directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Formée à l'investigation des glaces polaires, vous construisez aujourd'hui des modèles climatiques à partir du passé et des archives, c'est toujours vrai, plus ou moins. Bon, voilà. Là, on parle en passé de milliers ou millions d'années, ça c'est vrai. Bon, ok. Vous êtes lauréate de la médaille d'argent du CNRS. Votre expertise sur l'évolution du climat est reconnue au niveau international, ça, il n'y a pas de doute. Vous vous êtes investie dès 2007 dans les travaux du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ceci au niveau mondial. Vous avez été autrice puis coordinatrice. Et depuis 2015, vous avez été élue coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, celui qui s'intéresse aux bases physiques du climat. Vous allez sûrement en reparler, je vais pas continuer là-dessus. Vous siégez actuellement au Haut Conseil pour le climat initié par le président de la République en fin novembre 2018 et vous avez été aussi appelé à former, ou devrais-je dire tenter de former les membres du gouvernement. Vous vous investissez depuis toujours pour diffuser vos savoirs scientifiques au plus grand nombre, avec pédagogie et rigueur scientifique, tout le monde le reconnaît. Enfin, vous ne vous ménagez pas pour venir informer nos étudiants dans les établissements scientifiques. Donc ça, c'est évidemment encore un grand merci. C'est pourquoi on a essayé de réunir dans cet amphi pas que nos étudiants, on a invité plus large. Donc on a un amphi ici, on a des gens à distance, on a un deuxième amphi quand les retardataires arriveront. Donc nous avons ici des étudiants de Télécom Paris, de Télécom Sud Paris, de l'ENSTA, de l'ENSAE, de l'École Polytechnique, de AgroParisTech, de l'Institut d'Optique, Graduate School, de l'ENS et même à distance de l'EPFL et de l'IMT Atlantique, etc. Donc on a essayé d'inonder sur nos réseaux IMT et Institut Mines Télécom et Institut Polytechnique de Paris. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient vous suivre.
Madame Masson-Delmotte, je voudrais aussi témoigner de votre impact quand vous êtes venue la dernière fois. Depuis votre dernière visite, notre école a accéléré sa transition en profondeur. La nécessité de transition écologique et énergétique est identifiée dans notre stratégie. Ça, on le sait déjà. Monsieur Nicolas Glady a rappelé la raison d'être, former, imaginer, entreprendre, je le répète, au service de la société et de l'économie. Cette nécessité de transition, je pense qu'on peut dire qu'elle est maintenant diffusée dans tous les étages de l'école. Il y a une soixantaine de personnels, d'étudiants et d'alumni, il y en a qui sont ici, qui se mobilisent avec notre pôle la transition sociale et écologique pour contribuer à modifier les usages, les comportements sur le campus. Nous progressons en termes de mobilité durable, en termes de pratiques numériques, d'alimentation bas carbone, il y a encore beaucoup de boulot, mais on y arrive, et de divers éco-gestes dans ce bâtiment qu'on a la chance d'avoir HQE et peu énergivore. Télécom Paris intègre, et ça c'est l'essentiel, aussi progressivement un enseignement systématique aux enjeux sociaux et environnementaux dans le cursus ingénieur, un enseignement qui SM en formation doctorale et en formation continue. Nos enseignants-chercheurs font la place, et c'est difficile, et contribuent à des formations dédiées à ces enjeux. On a aujourd'hui 125 heures en cursus ingénieur qui inclut le système Terre, alors on en parlait à midi, le système Terre, le climat, l'énergie, la durabilité des technologies, etc., jusqu'aux moyens pour viser un numérique plus responsable et plus inclusif. Enfin, nos enseignants-chercheurs commencent à prendre, et Talel l'a dit tout à l'heure, en compte ces enjeux dans leur discipline et ont entrepris de mettre en cohérence recherche, partenariat et entrepreneuriat avec ces valeurs. Depuis la fin du Covid et donc votre précédente venue, la vie de campus a repris. Les associations étudiantes sont elles aussi redevenues actives. On a ici MAD. Donc, parmi elles, à l'école, on a MAD, Make a Difference, qui œuvre en lien avec Together for Earth et avec pour un réveil écologique. On a aussi, chez nos voisins à l'ENSTA, le forum Aster qui a été initié là-bas et qui mobilise les entreprises partenaires sur ces sujets sur le plateau, etc. Il y a beaucoup d'autres initiatives que je ne cite pas. Tout notre écosystème, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Institut Mines Télécom partagent cet engagement fort. Et bien sûr, beaucoup d'autres établissements, on en parlait aussi tout à l'heure, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aujourd'hui, vous venez nous parler de gravité. Je pense que ça va être le mot. La température mondiale, je ne vais pas faire le pitch de tout ce que vous allez dire, mais je vais juste introduire. La température mondiale a augmenté de 1,15 degrés par rapport à 1900, on va dire, en raison des activités humaines, maintenant c'est bien connu, depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Les scientifiques avaient prévu et observent, et nous aussi, simples citoyens, une généralisation d'impact grave sur la planète. Chaque région est concernée. 2022 a été une année hors norme, voilà, en Europe, avec des dérèglements climatiques de grande ampleur relevés par le programme européen de surveillance Copernicus. L'actualité est encore marquée d'événements climatiques dramatiques. J'entendais ça encore hier soir. Le monde plus chaud, différent, que nous connaîtrons, et vous encore plus les plus jeunes, prochainement, d'ici 10, 20 ans, 30 ans, dépend des choix effectués maintenant et à court terme. Pour limiter ce réchauffement et ses impacts brutaux, il faudrait des baisses immédiates, profondes des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que disent les travaux du GIEC, entre autres. Nos politiques publiques vont-elles assez vite ? Les politiques publiques actuelles, en tout cas dans le monde, conduiraient à dépasser, vous l'avez dit récemment, 1,5 degré d'ici 2030, flirter avec 3 degrés en fin de siècle. Et nous avons tant de questions. Quels scénarios envisager ? Quelles actions privilégier ? Comment accélérer ces actions ? Si vous le pouvez, quels enjeux pour nos écoles, pour l'enseignement supérieur et la recherche, et pour une école du numérique ? Voilà les enjeux de cette discussion. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, et au nom de tous ici encore, je vous dis merci pour l'engagement de votre mobilisation auprès des étudiants. Donc, ce que je veux faire, c'est partager avec vous les principales conclusions du rapport de synthèse du GIEC, qui a été finalisé le mois dernier. Donc, sachant que depuis 2015, on a eu un marathon d'évaluation de l'état des connaissances scientifiques, 3 rapports spéciaux en 2018-2019, à l'invitation de la COP21 au début de la rédaction de l'accord de Paris sur le climat sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, qui a souligné à quel point chaque incrément de réchauffement supplémentaire compte et à quel point ce serait un défi sans précédent pour parvenir à limiter le réchauffement à un niveau aussi bas avec des enjeux majeurs de soutenabilité. Sur l'océan, la cryosphère, les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent dans un climat qui change, avec les enjeux de résilience à long terme par rapport aux constantes de temps, de l'ajustement des glaciers, de l'océan profond, du niveau de la mer.
Et puis sur les questions croisées, changement climatique et utilisation des terres, avec tous les enjeux, notamment de sécurité alimentaire. En 2021-2022, 3 rapports complets. La partie physique du climat que j'ai co-supervisée, donc l'état actuel du climat, les futurs possibles, la compréhension des mécanismes, comment construire une information climatique pertinente pour éclairer les stratégies de gestion de risque, d'adaptation, comment, d'un point de vue géophysique, on peut limiter le réchauffement planétaire, et puis le volet risque, vulnérabilité, et l'évaluation des leviers d'action pour s'adapter à un climat qui change. Et enfin, le dernier volume, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en permettant à chacune et chacun de vivre décemment, donc avec l'ensemble des dimensions de soutenabilité. Donc, pour décrire la masse de travail, c'est environ en tout 1000 auteurs principaux qui passent 30 à 50% de leur temps pendant plusieurs années à examiner les éléments probants, en tout de 85 000 publications scientifiques, avec beaucoup d'émulation intellectuelle, d'esprit critique, et qui rédigent donc des chapitres, souvent d'une centaine de pages, qui font l'objet de plusieurs relectures successives, le mécanisme classique de la démarche scientifique pour construire à la fin une évaluation qui soit robuste, objective, rigoureuse, de l'état des connaissances, mais aussi des limites à ces connaissances. Chaque chapitre finit par souvent une analyse des besoins de connaissances nouvelles. Et donc, cela est distillé sous forme de résumés techniques d'une centaine de pages et de résumés à l'intention des décideurs, qui eux-mêmes sont approuvés phrase par phrase, mot par mot, par les représentants de tous les pays. Donc, pour le résumé du rapport de synthèse, 133 heures pendant une semaine, chaque mot, chaque phrase est examiné. C'est un exercice de relecture critique très approfondi qui nous permet aussi de clarifier l'expression de certaines conclusions. C'est aussi cet exercice important qui fait partie de la démarche du GIEC de coproduction de connaissances, c'est-à-dire au départ, on écoute les besoins de connaissances exprimés par les représentants de tous les pays. Ils participent, ils proposent des auteurs, ils participent à la relecture avec les experts qu'ils dédient à ce travail. Et à la fin, cette approbation, elle permet d'en faire un socle scientifique reconnu par tous les gouvernements, et de séparer ce socle scientifique des négociations internationales sur le climat. Et ce rapport de synthèse, vous allez le voir, c'est un rappel à la réalité des faits qui va être un élément scientifique majeur du premier bilan global, inventaire global de l'accord de Paris sur le climat qui aura lieu à la fin de cette année. Alors moi, je le résume en 3 mots. La gravité de la situation actuelle, l'urgence à changer d'échelle dans l'action pour le climat pour parvenir à en limiter les risques. Et moi, j'utilise le terme détermination à agir compte tenu des leviers d'action qui existent, qui sont évalués, qui sont disponibles. Le président du GIEC, lui, a choisi le terme d'espoir par rapport aussi à la manière dont nous pouvons changer d'échelle dans l'action. Alors, la présentation, elle est structurée en 3 parties. La première partie va être où nous en sommes aujourd'hui. La deuxième partie sur les futurs possibles, donc évolution du climat planétaire et dans chaque région, risques et impacts, marge de manœuvre qui nous reste. Et la dernière partie sera comment peut-on accélérer l'action. Donc, premier volet, la situation actuelle. Et en fait, le point de départ que j'aime souligner, c'est nous sommes avec une action pour le climat qui monte en puissance. Qui monte en puissance parce que dans le monde, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont encadrées par des lois, par des politiques publiques qui ont permis d'éviter de rejeter plusieurs milliards de tonnes de CO2 équivalent chaque année dans l'atmosphère. Des progrès parce que dans plus de 18 pays comme la France, même en tenant compte des importations, il y a une baisse régulière, durable, des émissions de gaz à effet de serre. Des progrès dans la planification de l'adaptation, de sa mise en œuvre, mais souvent trop fragmentés, incrémentiels, c'est-à-dire on est touché par un événement extrême, on se prépare au cas où le même événement reviendrait, pas assez transformatrice, avec un décalage croissant entre l'effort d'adaptation qui est mis en place, les besoins, et avec également des évidences de maladaptation, c'est-à-dire dans l'urgence, on réagit pour conserver les mêmes modalités de fonctionnement, mais on va avoir des effets indésirables pour les écosystèmes ou potentiellement injustes. Et donc, ce retour d'expérience montre le besoin de bien concevoir les stratégies d'action pour l'adaptation. On a également des ruptures technologiques, les progrès pour les énergies renouvelables, les batteries, qui permettent de décarboner à un coût de plus en plus abordable
la production d'électricité ou les mobilités, baisse des coûts, augmentation des capacités installées. On a également des choses qui sont d'une large acceptabilité sociale, notamment l'efficacité énergétique, la maîtrise de la demande, la réduction du gaspillage alimentaire, et puis un ralentissement de la déforestation nette ou des actions de verdissement des villes qui ont des bénéfices multiples, climat et biodiversité également. Mais des flux financiers qui sont encore largement insuffisants pour ces actions, et un rythme, une ampleur à la fois des actions mises en œuvre et des engagements actuels, notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat à horizon 2030, qui sont insuffisants pour parvenir à limiter les risques liés au changement climatique. Alors, ce rappel à la réalité, il est que malgré ces efforts, malgré ces progrès qui ont été accomplis, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Elles sont ici regardées pour le dioxyde de carbone issu de la combustion d'énergie fossile et la production de ciment, le dioxyde de carbone issu des changements d'usage des terres, notamment la déforestation, la destruction de tourbières, et les autres gaz à effet de serre dans lesquels le méthane joue un rôle clé, notamment issu des fuites associées aux énergies fossiles et issu associé de l'augmentation de l'élevage de ruminants dans le monde. Donc, si on regarde sur la toute dernière décennie, on a observé un ralentissement du rythme de hausse des émissions mondiales de dioxyde de carbone, notamment par des transitions charbon vers gaz dans un certain nombre de pays du monde. Donc, ce que l'on observe, c'est la conséquence de tendances non soutenables, l'utilisation d'énergie et d'énergie fossiles, l'utilisation des terres, les formes d'agriculture, les modes de production, de consommation, et notamment certains styles de vie qui ne sont pas soutenables. Si l'on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est frappant, c'est une distribution très inégale. Des contributions historiques, les émissions de dioxyde de carbone ont un effet cumulatif sur le climat. Les pays qui se sont industrialisés plus tôt ont une responsabilité historique plus grande. Aujourd'hui, on a de grands pays émergents comme la Chine qui pèsent lourdement sur les tendances d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis, on a encore des émissions par personne et par pays très hétérogènes. C'est ce que vous voyez sur la figure de gauche. Certaines régions du monde, 20 tonnes de CO2 équivalent émis par personne et par an. Dans d'autres régions du monde, avec souvent des contextes très vulnérables, des émissions par habitant très faibles, moins de 5, parfois moins de 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Donc des différences historiques, actuelles, entre pays et à l'intérieur de chaque pays, sachant que dans le monde, à peu près 10% des ménages à l'empreinte carbone la plus élevée pèsent pour 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc les premiers leviers d'action, en fait, sont là. Ressources, capacité à agir, émissions très élevées, avec une surconsommation. Et la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables, avec un manque d'accès à des services de base, l'eau, la santé, l'éducation, l'énergie, ne représente que 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce que notre rapport souligne, c'est que donner le plus rapidement possible, y compris par le transfert de technologies, l'accès à des sources d'énergie propres à ceux qui en manquent, n'aura quasiment pas d'effet sur les tendances mondiales d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette situation actuelle conduit à la poursuite de l'accumulation, l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Chaque graphique est proportionnel à l'effet de ces gaz à effet de serre bien mélangés sur le climat planétaire. Bien mélangés, c'est-à-dire que si on émet à un endroit du CO2, en 10 jours, ça fait le tour de l'hémisphère nord, 6 mois, le tour de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, et la concentration moyenne augmente partout dans le monde. Donc, pour le dioxyde de carbone, on en est maintenant à 50% de plus que le niveau pré-industriel. C'est une rupture par rapport à toutes les périodes douces du dernier million d'années. Pour retrouver autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il faut remonter environ 3 millions d'années en arrière, pendant la période géologique chaude du Pliocène. On a, dans l'histoire géologique de la Terre, aucune période de variation aussi importante et aussi rapide que cette augmentation depuis la période pré-industrielle.
Deuxième aspect, donc l'évolution de la température à la surface de la Terre. La courbe en noir, c'est la moyenne de tous les jeux d'observation disponibles dans le monde. Donc, mesure de la température de surface de l'océan et mesure de la température à la surface des continents. Donc, vous voyez un réchauffement qui a démarré au début du XXe siècle, très prononcé depuis les années 1950, avec un rythme régulier de réchauffement, 0,2 à 0,3 degrés de plus par décennie. Si on prend la décennie la plus récente, jusqu'en 2022, au niveau planétaire, le réchauffement atteint 1,15 degré. Ça veut dire en fait un réchauffement plus prononcé sur les continents, où il atteint en moyenne 1,6 degré. En France, on est à 1,8 degré de plus. Donc cette amplification au-dessus des continents par rapport à la moyenne planétaire, et un réchauffement particulièrement prononcé du côté des régions arctiques, où on a des facteurs amplificateurs locaux. Donc, si l'on regarde les facteurs à l'origine de ce réchauffement, nous prenons en compte la variabilité spontanée du climat, les échanges entre l'océan et l'atmosphère, qui vont moduler d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, les tendances au réchauffement, mais qui, à elles seules, c'est la dernière barre verticale, n'expliquent en rien une accumulation de chaleur dans la machine climatique. On tient compte bien sûr de l'occurrence d'éruptions volcaniques, les particules qui vont rester 1, 2, 3 ans dans la haute atmosphère ayant un effet net refroidissant temporaire. On tient compte de l'activité du Soleil et ses cycles à 11 ans. Rien de cela n'explique l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Et enfin, donc, ce qui est représenté ici, c'est le résultat d'études d'attribution où notamment on va utiliser des modèles globaux de climat à base physique, simuler l'évolution du climat en réponse aux facteurs naturels seuls, simuler l'évolution du climat en réponse à chaque type associé à l'influence humaine sur le climat, et ce qui nous permet de conclure sur les relations entre causes et conséquences dans ce système complexe. Donc, par rapport au réchauffement observé sur la dernière décennie, la barre en orange, notre meilleure estimation est que le réchauffement observé est égal au réchauffement dû à l'influence humaine sur le climat planétaire. Celle-ci est dominée bien sûr par l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en premier lieu dioxyde de carbone puis méthane, qui est en partie masqué par l'effet net refroidissant des particules de pollution qui sont émises, en particulier associées à la combustion d'énergie fossile. Ces particules de pollution, elles ont une autre caractéristique, concentrées près des zones urbaines, des zones industrielles, lessivées par les précipitations. Donc, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques spatiales, pas les mêmes effets. Ce sont des composés à courte durée de vie que les gaz à effet de serre bien mélangés. Et si on regarde la dernière décennie, grâce au progrès des politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air, notamment en Europe, en Amérique du Nord, on a eu une baisse des émissions de particules polluantes, une baisse de leur effet refroidissant qui s'ajoute à la hausse de l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Les deux facteurs ont joué dans la même direction. Alors, un mot sur la variabilité interannuelle. Les années où on a un record de température par rapport aux années précédentes correspondent à un mode de variabilité naturelle du climat qu'on appelle El Niño. Depuis 3 ans, on avait une situation contraire. Cette année, la plupart des prévisions à court terme indiquent le démarrage d'un événement El Niño. Donc, on s'attend à avoir une année, notamment en 2024, plus chaude que les précédentes, parce que cet effet de la variabilité des flux de chaleur océan-atmosphère va s'ajouter aux tendances dues à l'influence humaine. Alors, ce n'est pas que le réchauffement de surface qu'on observe, ce sont des changements généralisés, l'accumulation de chaleur dans l'océan, l'océan qui s'acidifie en absorbant à peu près un quart de nos émissions de CO2 chaque année, qui se mélange moins bien et perd de l'oxygène, un recul généralisé des glaciers, de manteaux neigeux, un recul de la banquise arctique, une calotte du Groenland qui fond davantage, certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus rapidement, une montée du niveau de la mer où là, on distingue au sens mathématique une accélération du rythme de montée du niveau de la mer. Et cela affecte bien sûr également
le vivant, avec la moitié des espèces étudiées sur Terre et en mer qui se déplacent pour suivre leurs aires de répartition. On a également fait des progrès dans la capacité à discerner sur des événements extrêmes à l'échelle régionale, en quoi ces événements font juste partie de la variabilité naturelle du climat, des événements rares, ou bien en quoi la probabilité d'occurrence ou l'intensité de ces événements a été dopée du fait du climat qui change par l'influence humaine qu'il s'exerce sur lui. Et les conclusions sont très claires. L'augmentation des extrêmes chauds est une conséquence directe du réchauffement planétaire. Chaque hexagone rouge, c'est une région où les extrêmes chauds sont plus fréquents, plus intenses. Et les petits pointillés noirs reflètent notre degré de confiance sur la base des travaux d'attribution à l'échelle de ces événements extrêmes. Des événements de type 45 degrés dans le sud de la France ou au Canada, 40 degrés à Londres l'été dernier, auraient eu une probabilité infime de se produire en climat pré-industriel. Leur probabilité d'occurrence a été multipliée parfois par un facteur 10, 100 du fait de l'influence humaine au climat et leur intensité a augmenté. Une atmosphère plus chaude peut contenir 7% de plus de vapeur d'eau par degré de réchauffement. Et donc, les mêmes tempêtes, les mêmes mouvements orageux aujourd'hui peuvent donner lieu à des cumuls de pluie plus importants, donc une intensification des pluies extrêmes. C'est ce que l'on observe dans toutes les régions en vert, notamment dans le nord de l'Europe. Et vous noterez beaucoup de régions qui apparaissent en gris. C'est parce que parfois les données à échelle horaire ou journalière existent, mais ne sont pas numérisées, pas disponibles, ou parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études d'attribution qui demandent en fait de mobiliser des résultats de modèles de climat, qui demandent des personnes disponibles pour le faire, avec des questions de manque de ce type d'outils dans des régions qui sont très vulnérables. Et enfin, un climat qui se réchauffe, c'est un climat où la pluviométrie, du fait de changements à grande échelle de circulation atmosphérique, tend à baisser dans les régions de climat méditerranéen. C'est également un climat où l'atmosphère plus chaude exerce une demande évaporative plus forte sur l'humidité des sols et donc vide plus rapidement les sols de leur humidité, augmentant les sécheresses agricoles liées à l'humidité des sols. Donc, les régions qui apparaissent en jaune sont les régions où ce signal est observé, intensification des sécheresses agricoles et de leur sévérité. C'est notamment le cas en Californie, beaucoup de régions d'Afrique, autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest. Donc là, on regarde uniquement la partie aléa. Mais en fait, les risques d'impact liés au changement climatique sont le résultat, dans ce climat qui change, des aléas qui vont interférer avec les vulnérabilités et l'exposition à ces aléas. Et enfin, les impacts qui ont lieu dépendent aussi des réponses que l'on apporte, les options d'action, d'adaptation, de gestion de risque, permettant de réduire en fait la gravité des impacts et des pertes et dommages qui sont observés. Alors, quelques exemples. En France, nous avons 10 millions de maisons construites sur des sols argileux qui, lorsqu'on a des sécheresses qui touchent à l'humidité des sols, peuvent subir des dommages. Là, c'est une indication de l'exposition. Dans certaines régions du monde, on a des systèmes de mutualisation de risques. Si votre logement est endommagé par une inondation, le système d'assurance vous indemnise et vous permet de reconstruire. Mais dans beaucoup de régions du monde, il n'y a pas du tout ce type de filet de protection sociale, de mutualisation de risques. Et vous comprenez bien qu'en cas d'événements extrêmes, la vulnérabilité est beaucoup plus grande. Dans le monde, on a à peu près 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face au changement des caractéristiques climatiques, avec notamment la moitié de la population mondiale qui fait face plusieurs mois par an, régulièrement, à de graves pénuries d'eau. Et ce qui est particulièrement notable, c'est de voir le lien entre les indices de vulnérabilité que vous pouvez observer, une vulnérabilité relative en moyenne par pays, c'est l'axe vertical, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre par personne dans ces différents pays. Et donc, ce qui apparaît très nettement, c'est que les communautés vulnérables qui ont le moins contribué au changement climatique, avec des émissions actuelles et historiques très faibles, sont affectées par les conséquences d'un climat qui change de manière disproportionnée. Donc, c'est
un des aspects qui pose la question de la justice climatique. C'est un des aspects qui augmente les tensions entre les différents pays du monde dans le cadre multilatéral. Et c'était une attente de longue date des pays les plus fragiles d'avoir un mécanisme, en tout cas de réponse aux pertes et dommages de la part des pays qui ont le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Un cadre qui commence seulement à se mettre en place au niveau international. Et je peux vous assurer d'une chose, aucun pays développé, aucun grand pays émergent ne veut être chargé de prendre en compte l'ensemble des dommages liés au changement climatique dans les pays très vulnérables, compte tenu du montant, en fait, des coûts associés. Alors, quels sont ces pertes et dommages, ces impacts observés? Bien sûr, ils dépendent de chaque région du monde. Là, c'est vraiment une synthèse très compacte, sous forme de pictogramme. Premier effet, dans les régions de climat, on va dire, semi-aride, une augmentation des situations de pénurie d'eau. Ensuite, dans certaines régions, pour certaines cultures, et notamment dans les tropiques, une baisse de rendement agricole, notamment du fait de conditions très chaudes, très sèches. Des pertes également de la productivité des animaux d'élevage. Par exemple, la production de lait est limitée si les vaches sont exposées à des températures très élevées. Une baisse également des rendements de l'aquaculture et des pêcheries, notamment dans les régions tropicales. On a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche durable, les poissons se déplaçant en fait pour garder leur zone de température des régions tropicales vers les régions tempérées, vers les régions froides. De nombreux effets sont également directement observés sur la santé et le bien-être. Donc des effets directs sur la chaleur extrême, morbidité, mortalité. On l'a vu l'été dernier en France avec une surmortalité importante. Des effets également liés aux maladies infectieuses lorsque des pluies extrêmes conduisent à des inondations et endommagent les réseaux d'approvisionnement en eau potable ou les réseaux d'assainissement. Et lorsque les personnes subissent des déplacements contraints, par exemple l'été dernier avec les incendies de forêt, rien qu'en France, 40 000 personnes déplacées. Au Pakistan, avec des pluies intenses, 33 millions de déplacés. Ces déplacements contraints conduisent aussi à des effets à long terme sur la santé mentale. Donc, des effets sur les infrastructures, on observe par exemple une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses en vitesse de vent, en quantité de pluie. Lorsque une ville, une île est affectée par ces cyclones tropicaux catégorie 4 ou 5, ça a des effets en fait d'endommagement d'infrastructures critiques qui affectent la croissance économique, parfois plusieurs années après l'occurrence de ce type d'événements très dangereux. Et enfin, donc, des effets majeurs sur la dégradation des écosystèmes, l'érosion de la biodiversité, avec des changements de structure d'écosystèmes, d'aires de répartition, de rythme en fonction des saisons et des phénomènes de mortalité de masse. Alors, deux exemples. L'été dernier, vague de chaleur très intense en Méditerranée, mortalité de masse des éponges, des gorgones, qui est en train d'être analysée maintenant. Deuxième exemple, avec des conditions très chaudes et très sèches en France, on observe un doublement de la mortalité d'arbres entre cette décennie et la décennie précédente. Et dans la stratégie climat de la France, on misait sur un puits de carbone lié à l'accroissement des forêts qui permettrait de contrebalancer à peu près 7% de nos émissions de gaz à effet de serre. Moindre croissance, haute hausse de la mortalité, ça n'absorbe que 4% actuellement. Donc, ces impacts sont dus au changement de multiples conditions physiques. Notre jargon, c'est les facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc, le climat moyen, les événements, les extrêmes, qui provoquent, en passant des seuils de tolérance, en fait, des effets sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Et ces facteurs générateurs d'impact vont continuer à s'intensifier avec chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Alors, j'ai parlé de certains événements extrêmes. On a également une augmentation de l'occurrence d'événements composites. Donc, j'en donne deux exemples. Les conditions chaudes, sèches, venteuses, propices aux incendies, s'intensifient dans un climat plus chaud, touchent des saisons plus longues, des régions nouvelles, on l'a vu. Et l'autre exemple, ce sont des inondations composites. Donc, le niveau de la mer a monté de 20 cm depuis 1900. Lorsque une tempête très intense se produit,
alors on aura une augmentation de ce niveau-là en plus sur les extrêmes de niveau marin, donc ce qui augmente le risque de submersion par rapport aux ouvrages de protection qui ont été conçus sans intégrer la montée du niveau de la mer. Et ensuite, la même tempête, elle peut donner lieu, en plus de la submersion, à des pluies plus intenses sur le continent, avec l'enjeu pour les villes de se protéger de l'eau de mer et d'évacuer l'eau de pluie, donc des inondations composites qui amènent à penser autrement la résilience des villes littorales, les ouvrages de protection en dur n'étant pas forcément adéquats dans ce contexte-là. Donc, je termine sur cet état des lieux actuel avec une représentation du même réchauffement mondial à ce jour, une année, une barre, et ensuite 5 trajectoires plausibles d'évolution future du climat en fonction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au milieu, le scénario intermédiaire, c'est la meilleure estimation de la réponse du climat mondial, en faisant l'hypothèse que l'action pour le climat, que le type de développement se fera au même rythme que les tendances récentes, ce qui veut dire des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui stagnent quelques décennies avant de baisser lentement. Et dans ce cas-là, donc la barre intermédiaire, on a un niveau de réchauffement planétaire qui se poursuit, qui atteint 1,5 degré en moyenne sur 20 ans la prochaine décennie, qui atteint 2 degrés en moyenne sur 20 ans autour de 2050 et qui est entre 2,5 degrés et 3 degrés à la fin de ce siècle et qui se poursuit au-delà. Alors, je veux juste prendre ce scénario intermédiaire pour essayer de traduire ce que ça veut dire pour une région comme la France. À horizon 2050, 2 degrés de plus au niveau planétaire, c'est 3 degrés de plus en France métropolitaine. Ça veut dire que l'année record enregistrée à ce jour, 2022, 3 degrés de plus que le climat pré-industriel en France, à ce moment-là correspondrait à l'année moyenne. Donc, ce qui est important, c'est dans chaque région, à mesure de la poursuite du réchauffement planétaire, se préparer à ce qui étaient des événements records deviennent de plus en plus fréquents et à des événements d'une intensité inédite et ne pas réagir quand on est touché, mais par anticipation, pour s'assurer que ce qu'on met en place, notamment les infrastructures, y compris pour les télécommunications, soient résilientes et pensées sur leur durée de vie pour opérer dans un climat qui continue à changer. Alors, quels sont les futurs possibles? Donc là, je vous ai fait la version grand public avec les codes de couleurs et les barres du bleu au rouge. Donc ça, c'est la version trajectoire socio-économique, implication sous forme de série temporelle sur le niveau de réchauffement planétaire et différents types de trajectoires conduisant à différentes ampleurs de réchauffement en fin de siècle. Le scénario intermédiaire que je décrivais tout à l'heure, il est toujours en orange ici. Donc son petit nom technique, c'est le SSP2 4.5. Donc c'est en fait un parmi 5 scénarios illustratifs utilisés dans la communauté scientifique pour évaluer à la fois quelles seront les expositions, les vulnérabilités, de manière cohérente avec les projections climatiques, pour avoir, par exemple, des évaluations rigoureuses de risques. La chose importante à voir ici, c'est qu'en cas de forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, les trajectoires bleues ou bleu clair, en fait, on aurait un ralentissement rapide du rythme de réchauffement et un effet discernable sur la tendance de la température à la surface de la Terre au bout d'une vingtaine d'années. Donc, l'évolution future du climat planétaire n'est pas actée, elle dépend des émissions de gaz à effet de serre à venir. Et si demain on mettait toutes les émissions à zéro, on n'aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Donc, ce qui va définir le climat futur pour la température de surface, ça n'est pas l'inertie du climat. On ne peut pas revenir en arrière du fait de ce qui a été accumulé dans l'océan, mais c'est vraiment ce qu'on va faire en termes d'émissions à venir de gaz à effet de serre. Alors, j'ai rajouté, bien sûr, qu'au-delà de ces tendances-là, qui sont une moyenne sur des grands ensembles de simulations, contraintes par l'ensemble de nos connaissances, contraintes par notre compréhension de la réponse du climat et par les observations, donc à ces effets de tendance graduelle vont s'ajouter
les modulations par la variabilité naturelle, de temps en temps une grosse éruption volcanique, en plus de ces tendances graduelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un monde 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés plus chaud? En fait, on peut le parcourir. Donc là, je vais le faire sous forme de carte. En haut, vous avez le niveau de réchauffement planétaire, 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés ici, et les implications pour les différentes régions du monde de changement de température moyenne annuelle. Donc, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus il monte dans chaque région, notamment au-dessus des continents et en Arctique. En bas, vous avez les changements de précipitations en moyenne annuelle. Vous voyez une situation plus contrastée. Donc, il y a un effet thermodynamique. Les régions froides deviennent plus humides. Et vous avez un effet dynamique avec des changements de circulation atmosphérique qui conduisent à une baisse de précipitations dans les régions, on va dire, de climat méditerranéen. Donc, des effets contrastés selon les régions, selon les saisons, pour l'évolution de la pluviométrie. On peut aussi regarder ce que ça implique sur la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes. Les extrêmes chauds les plus intenses augmentent de manière disproportionnée. Si on regarde simplement le changement de température du jour le plus chaud de l'année, vous voyez un signal très net et que la région autour de la Méditerranée et de l'Europe de l'Ouest est une des régions où les extrêmes chauds vont s'amplifier le plus dans le monde. C'est notamment parce que c'est une région qui va s'assécher. Quand les sols sont secs, ils ne peuvent pas évaporer, transpirer, ce qui limite le réchauffement de surface. Donc, on a plus de surchauffe pour les extrêmes chauds. Au milieu, vous avez les changements de l'humidité en moyenne annuelle des sols. Donc, ce ne sont pas les sécheresses, c'est le niveau moyen d'humidité des sols. Ça reflète à la fois les effets de température et de pluviométrie. Toutes les régions en orange, Amazonie, Amérique latine, Grande Plaine américaine, Europe de l'Ouest, tour de la Méditerranée, sud de l'Afrique. Dans toutes ces régions-là, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus les sols s'assèchent, notamment en été. Donc, ça va poser des contraintes croissantes pour les activités agricoles et pour les écosystèmes aquatiques ou les forêts. Donc, le besoin d'irrigation va augmenter pour maintenir les mêmes pratiques agricoles dans le même contexte. Et si on regarde l'augmentation des pluies extrêmes, ici uniquement à l'angle chaque année du jour le plus pluvieux de chaque année, du pourcentage de changement de même dans les régions qui s'assèchent, on va avoir une augmentation du record de pluie chaque année dans un climat qui se réchauffe. Donc l'enjeu, c'est aussi se préparer à un cycle de l'eau qui s'intensifie et qui devient plus variable, donc à des événements, à des saisons très humides ou très secs. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure une grosse zone verte dans les régions de mousson ou des régions actuellement très sèches. Ce sont en valeur absolue de tout petits changements dans des régions où il ne pleut quasiment pas. Pour les moussons, on a des effets opposés d'humidification due à l'augmentation des gaz à effet de serre et d'assèchement dû au rejet de particules de pollution. Donc, l'évolution des moussons dans les régions aujourd'hui très polluées est particulièrement incertaine à cause de ces effets contradictoires des émissions locales de particules de pollution, leur effet asséchant, et de l'effet humidifiant des gaz à effet de serre bien mélangés dans l'atmosphère. Alors, on peut regarder quelques-uns des risques clés associés à un climat qui change. J'ai fait le choix de montrer des choses quantitatives sous forme de quelques-unes des études de modélisation qui existent. Donc ici, par exemple, ce sont le nombre de jours par an où les conditions de température élevée et de forte humidité exposent une personne qui a une activité physique en extérieur à un risque mortel. Donc, c'est vraiment toucher les limites physiologiques du corps humain pour les personnes qui travaillent, par exemple, dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur agricole, dans les champs, avec des contraintes lors des jours avec ce type de caractéristiques. Donc là, c'est le nombre de jours par an sur la période récente. Et les différentes cartes sont des projections pour des mondes correspondant à différents niveaux de réchauffement planétaire. D'abord, des contraintes dans les régions tropicales et puis qui s'étendent également dans les régions tempérées. En bas, vous avez un autre indicateur qui est le risque de morbidité et de mortalité lié à la chaleur, qui concerne aussi nos latitudes et même la Sibérie.
notamment dans les régions où les personnes n'ont pas d'acclimatation à des extrêmes chauds. Et là, ce que je veux illustrer, c'est que les risques en termes de santé publique, donc l'effet direct des vagues de chaleur, dépendent bien sûr de la population. Plus une population vieillit, plus elle est fragile, notamment en Europe de l'Ouest, mais ça dépend aussi des réponses en termes d'adaptation. Verdir les villes, améliorer le confort des bâtiments pour l'été, notamment pour le repos nocturne, investir dans les systèmes de santé pour qu'ils soient réactifs en cas de pic d'arrivée de personnes fragiles aux urgences. Ce sont des réponses en termes d'adaptation qui peuvent permettre d'éviter de passer à un niveau de risque très élevé, même si le climat se réchauffe et les événements extrêmes chauds sont plus fréquents et plus intenses. Dans les régions tropicales, c'est clair, un climat qui se réchauffe va pousser à l'augmentation de l'équipement de systèmes de climatisation pour que les personnes puissent travailler, puissent se reposer la nuit. Et ces systèmes de climatisation vont être associés à une demande d'énergie croissante et peuvent présenter des enjeux d'équité, puisque quand vous refroidissez un bâtiment, vous rejetez à l'extérieur les calories, donc vous augmentez l'exposition des personnes en extérieur à l'effet d'îlots de chaleur urbains. Deuxième exemple, c'est pour les 30 000 espèces d'animaux sur la base de la compréhension des conditions de température potentiellement dangereuses pour ces différentes espèces. Vous voyez, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, le pourcentage de ces espèces exposées à des conditions de température potentiellement dangereuses augmente, d'abord dans les régions tropicales, et on le voit déjà avec la dégradation des récifs de coraux tropicaux, où en fait les vagues de chaleur marine filtrent la diversité des espèces de coraux qui peuvent persister dans un climat plus chaud. Donc c'est une perte en fait de diversité biologique. Et à mesure du réchauffement planétaire, un nombre bien plus important d'espèces exposées à des risques dangereux par rapport au seuil de tolérance connu. Ça, c'est en faisant l'hypothèse que les espèces ne se déplacent pas. Donc, qu'est-ce que cela suggère comme option d'action? Enlever toutes les autres pressions qui s'exercent localement sur les écosystèmes, la surexploitation, les pollutions locales, la fragmentation des habitats, renforcer les corridors qui permettent aux espèces de se déplacer, donc des enjeux en fait de réponse par la conservation, la protection, la restauration des écosystèmes, notamment les aires marines protégées, un enjeu considérable pour les écosystèmes marins. Si l'on regarde au-dessus des continents, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, un certain nombre de risques clés ont été identifiés pour les écosystèmes terrestres. Par exemple, entre un monde 1 degré et 1,5 degré plus chaud, une forte augmentation du risque d'incendie dans les régions de climat méditerranéen. On le voit en fait. Quelles peuvent être les réponses? Les systèmes d'alerte précoce, de gestion de risque, les systèmes de prévention qui permettent de limiter la sévérité des impacts en cas d'incendie grave de forêt. Si l'on regarde à la fin de ce graphe, parmi les risques majeurs, on a des risques de mortalité d'arbres. Alors, je vais essayer de le décrire avec mes mots. Lorsqu'on a des conditions très chaudes, de stress hydrique, les arbres ont tendance à vouloir garder l'eau en fermant leurs stomates. Mais s'ils ferment leurs stomates dans leurs feuilles, ils ne peuvent pas rentrer de carbone et ne s'alimentent plus. Donc, lorsqu'on a un stress hydrique très fort, pour certaines espèces d'arbres, on observe des phénomènes de cavitation comme des embolies gazeuses qui en fait bloquent le fonctionnement hydraulique des arbres et peuvent provoquer des mortalités ou des dépérissements de forêt plus vulnérables par rapport aux attaques, par exemple, de scolites, des insectes qui rentrent dans les arbres fragilisés et qui entraînent des dépérissements de forêt. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les forêts, la végétation et les sols absorbent naturellement dans le monde 31% de nos émissions annuelles de CO2. Donc, en cas de fort réchauffement, la dégradation des écosystèmes, elle va saper en fait l'efficacité de ce puits naturel de carbone. Et donc, des leviers d'action qui existent aujourd'hui, où on peut s'appuyer sur des écosystèmes, sont perdus en cas de fort réchauffement. Et donc, je veux illustrer ce point-là pour souligner que dans un climat qui se réchauffe, finalement, on perd des options d'action et on subit des contraintes géophysiques croissantes.
Vis-à-vis de l'eau, l'exemple que je veux donner est le suivant. Aujourd'hui, les précipitations d'hiver en montagne, elles sont stockées sous forme de neige et dans les glaciers. Et en été, la fonte de la neige, la fonte des glaciers libère de l'eau au moment où on en a le plus besoin, notamment pour l'irrigation. Dans un climat où on a perdu de l'enneigement, où on a perdu des glaciers, ce flux d'eau en été se réduit, ce qui entraîne en fait une contrainte dure sur la quantité d'eau disponible dans les fleuves qui en dépendent pour l'irrigation. Et ça concerne dans le monde à peu près 2 milliards de personnes, où on estime qu'ils auront à peu près 20% d'eau en moins disponible en saison sèche dans les fleuves alimentés par la fonte de la neige et des glaciers en haute montagne. Alors, si on prend le cas de l'Europe, et dans nos rapports, vous trouverez un focus par grande région du monde, les 4 risques clés identifiés pour le niveau actuel d'adaptation, donc une adaptation basse à moyenne, ils sont associés aux extrêmes chauds pour la santé, y compris la santé au travail et les écosystèmes, à des risques croissants de perte de production agricole, notamment avec des situations chaudes et sèches, des risques croissants de pénurie d'eau et un ensemble de risques d'inondation par pluie extrême, débordement de cours d'eau et submersion littorale, sachant que la plupart de nos villes, de nos infrastructures ont été positionnées le long des fleuves et le long du littoral et donc sont particulièrement exposées. Chaque risque pour un niveau donné de réchauffement peut être limité à condition d'anticiper et à condition de mettre en place des stratégies d'adaptation, des stratégies de gestion de risque par anticipation. Mais pour certains aspects, on va rentrer dans des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Donc ici, vous avez les projections d'évolution pour les espèces cultivées actuellement de rendement de maïs et l'évolution du potentiel de prise de pêche. Donc, vous voyez un réchauffement important avec des seuils de tolérance à 35 degrés pour beaucoup de cultures de maïs, puis ensuite une chute, risque d'exposer la population mondiale qui augmente à des tensions croissantes sur l'approvisionnement alimentaire, que ce soit en céréales ou en protéines issues des produits de la mer. Alors, vous observez en vert une zone qui semble positive pour les ressources en pêche autour de l'Arctique. Ça ne reflète pas, en fait, la complexité et la difficulté d'évaluer ce que sera un potentiel de pêche durable dans une région marquée par le recul de la banquise arctique, l'arrivée d'espèces tempérées et des dynamiques d'écosystèmes qui sont encore balbutiantes dans la simulation du potentiel de prise de pêche durable de poissons. Et donc, sur le risque d'insécurité alimentaire, qui est un risque majeur lié à un climat qui se réchauffe, ce niveau de risque dépend encore une fois à la fois du réchauffement planétaire, mais aussi des choix de développement qui sont faits. Et pour un niveau de réchauffement donné, les risques sont limités si on maîtrise l'évolution démographique, si on aide notamment les petits exploitants agricoles, les populations les plus fragiles, à sortir de l'extrême pauvreté, à renforcer leur capacité d'adaptation, et si les systèmes de production alimentaire sont des systèmes à faible impact carbone, très résilients, pensés pour être résilients dans un climat qui se réchauffe. Ça demande aussi de préserver les terres agricoles avec des terres sous pression croissante. Donc, on veut des terres pour la biodiversité et les écosystèmes, pour stocker du carbone, pour remplacer des matériaux fossiles par de la biomasse. Donc, on est sur des situations de pression croissante et la préservation des terres agricoles a un rôle tout particulier dans ce contexte. Et pourquoi est-ce que je parle de risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer? C'est parce qu'en fait, dans certaines régions, des événements très chauds et très secs peuvent affecter l'état des sols, les rendements agricoles, entraîner des tensions par la hausse des prix alimentaires localement, réduire la capacité de travail des gens qui sont des travailleurs agricoles, en fait, dont les revenus dépendent de leur capacité à travailler tous les jours, donc affecter leur capacité à acheter leur alimentation, avec des risques majeurs sur la malnutrition, notamment maternelle et infantile, dont on sait que ça peut conduire à des pièges de pauvreté. Donc la question du changement climatique, elle demande de regarder très clairement où sont ces risques les plus graves
et de tenir compte des enjeux de solidarité, de coopération, pour éviter en fait ce type de situations qui seront des freins terribles au progrès humain. Et dernière chose, ce que l'on fait aujourd'hui aura des conséquences à très long terme pour les écosystèmes, la biodiversité, pour les sociétés, mais aussi pour, par exemple, l'évolution de la montée du niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer en noir a monté de 20 cm depuis 1900. C'est une rupture sur plus de 3000 ans, à un rythme qui augmente. À horizon 2050, on s'attend à 20 cm de plus qu'aujourd'hui. À horizon 2100 et des siècles suivants, le rythme et l'ampleur de la montée du niveau de la mer va être déterminé par les émissions à venir de gaz à effet de serre. Un facteur 2 entre un réchauffement limité à 1,5 degré ou un réchauffement qui atteint 4 degrés. Ça se poursuit, ces différences, à l'échelle de siècles et de milliers d'années. On nous a demandé de ne pas simplement rapporter notre confiance la plus solide, ce que je viens de décrire, mais aussi une éventualité dont la probabilité d'occurrence est très difficile à évaluer, parce qu'il existe des processus incertains, mal représentés dans les modèles d'écoulement des glaces, pour le Groenland et pour plusieurs secteurs de l'Antarctique, associés à des points de bascule et la possibilité de contribution croissante de certains secteurs, notamment de l'Antarctique, s'ils deviennent instables à la montée du niveau de la mer. Donc, des connaissances scientifiques récentes permettent de quantifier le résultat de telles éventualités. On le représente en pointillés. On a d'autres situations de ce type où on ne peut pas dire quel niveau de réchauffement, à quel horizon temporel pourrait conduire au déclenchement de ce type d'éventualité, mais par contre, s'il démarre, on sait que ça, dans ce cas-là, ça va acter une ampleur supplémentaire, une vitesse supplémentaire de la montée du niveau de la mer. Et ça, on nous le demande pour des infrastructures critiques sur le littoral, pour les villes côtières en développement rapide, les complexes industriels portuaires sur les grands deltas, ou ne serait-ce que pour dimensionner le positionnement de centrales nucléaires sur le littoral. Donc, peut-être le point important que je veux souligner, c'est si vous êtes amené vous-même à prendre des décisions sur la base d'informations liées au changement climatique, regardez le socle robuste, là où le degré de confiance est le plus important, mais dans une approche de gestion de risque pour des infrastructures critiques, regardez aussi les éventualités à faible probabilité d'occurrence, mais fort impact, si vous voulez assurer la résilience d'infrastructures ou de systèmes. Et face à la montée du niveau de la mer, on est vraiment devant un enjeu de course contre la montre. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des réponses rapides, bouger des sédiments, s'appuyer sur des écosystèmes côtiers que l'on restaure, qui permettent de limiter les risques d'érosion, de submersion à court terme, mais qui, en cas de forte augmentation du rythme de montée du niveau de la mer, ne fonctionnent plus du tout. Ensuite, les réponses qui permettent vraiment d'assurer une protection, mettre en altitude les infrastructures stratégiques, construire des digues ou des ouvrages de protection, ça demande souvent des dizaines d'années pour être construit, financé, commencer à se réaliser. Mais là, par contre, le potentiel de réduction de risque est plus important. Les deux seules choses qui enlèvent les risques sur le littoral, qui ne les retardent pas mais qui les enlèvent, c'est d'arrêter de construire dans les zones qui seront exposées à l'effet des submersions, de l'érosion, de l'augmentation des inondations chroniques à marée haute, ce qu'on va voir maintenant lié à la montée du niveau de la mer, et c'est de planifier une relocalisation des infrastructures sur le littoral pour les mettre en sécurité. Et ça pose bien sûr des questions de processus de délibération, d'équité, de justice complexes dans chaque contexte. Pour les infrastructures de communication numérique, mettez-les en sécurité. Alors ensuite, si l'on veut limiter les risques, il y a l'enjeu d'adaptation, mais aussi les limites à l'adaptation. Limiter les risques, c'est aussi limiter la vitesse et l'ampleur du niveau de réchauffement planétaire. La chose la plus importante à retenir, c'est celle-ci. Malgré la complexité du fonctionnement du climat, du cycle du carbone, on a une relation géophysique quasi linéaire, en tout cas jusqu'à horizon 2050, entre le cumul des émissions de CO2 passées et à venir et le niveau de réchauffement à ce jour et à venir. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que limiter le réchauffement planétaire, c'est associé à une marge de manœuvre qui nous reste, un budget carbone résiduel. La stratégie nationale de la France, bas carbone, elle est exprimée en budget carbone à tenir par période de quelques années, ancré en fait dans ces éléments scientifiques. Au-delà de 2050, c'est plus incertain parce que dans un climat qui se réchaufferait beaucoup, on peut avoir une perte d'efficacité du stockage de carbone par rapport à nos émissions de l'océan, de la végétation et des sols, ce qui rend les choses plus incertaines. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour terminer? Si on veut limiter le réchauffement, comme l'accord de Paris l'indique, largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à le contenir à 1,5 degré, la marge de manœuvre qui nous reste, c'est 500 milliards de tonnes de CO2. On en met dans l'atmosphère à peu près 40 chaque année. Donc, si on regarde la barre du milieu grise, on voit que cette marge de manœuvre résiduelle, elle sera complètement épuisée si les émissions mondiales restent au niveau actuel entre maintenant et 2030. Ça veut dire inéluctablement, il y aura plus de réchauffement à venir. Pour limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, la marge de manœuvre résiduelle est à peu près en fait de 1000 milliards de tonnes de CO2. Si on regarde les infrastructures de production d'électricité fossile dans le monde, existantes et prévues, et qu'elles sont utilisées sur la durée de vie prévue pour une centrale à charbon, une centrale à gaz et tout le reste, en fait, à lui seul, ce secteur-là épuiserait quasiment la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement sous 2 degrés qui nous reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place aujourd'hui des systèmes de production d'énergie avec des énergies fossiles n'est pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, sauf à être capable d'intercepter les émissions et les stocker de manière durable, ce qui a un coût important et qui n'est pas du tout déployé à l'échelle nécessaire. Comment accélérer l'action? Qu'est-ce qu'on devrait faire si on voulait limiter le réchauffement planétaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions abordables, efficaces et économiquement viables aujourd'hui? Première chose à noter, les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde, mon scénario intermédiaire de tout à l'heure, si on extrapole les tendances récentes, impliquerait une stagnation des émissions mondiales de CO2 dans les prochaines décennies. Il y a eu un progrès. Si on regardait où on en était en 2010, on attendait une augmentation régulière. Là, on est plutôt arrivé par les politiques publiques en place à une stagnation. Mais une stagnation des émissions, le cumul monte, le climat continue à dériver. Les promesses des différents pays à horizon 2030, réactualisées ici jusqu'en 2021, c'est la petite barre, vous montrent un décalage d'une part entre ces engagements et les politiques publiques actuellement mises en place. Donc, toutes les promesses ne se traduisent pas en fait. Et ensuite, un décalage entre ces engagements et les trajectoires de baisse en vert ou en bleu qui permettraient de limiter le réchauffement planétaire sous 2 degrés, proche d'1,5 degré. Ces trajectoires, si on regarde pour le dioxyde de carbone, elles demandent une baisse respectivement d'un quart et quasiment de moitié entre maintenant et 2030. Et enfin, chacune de ces trajectoires, elle demande une baisse franche, typiquement d'un tiers à horizon 2030, des émissions de méthane. Et enfin, vous vous souvenez de l'histoire du cumul des émissions de CO2? Limiter le réchauffement n'est possible que si on atteint des émissions dues aux activités humaines à 0 net de CO2. C'est vraiment la condition clé. Et l'enjeu, c'est de parvenir à y arriver avec des baisses immédiates, mais aussi les ruptures qui vont être nécessaires pour décarboner des secteurs actuellement très difficiles à décarboner et en jouant sur tous les aspects, l'innovation technologique, la maîtrise de la demande et en s'appuyant sur des écosystèmes qu'on restaure pour tirer parti leur capacité à stocker du carbone. Alors, dans nos rapports, vous trouverez pour chaque système énergétique, système alimentaire, gestion de l'eau et des terres, les autres vont suivre, une évaluation des leviers d'action les plus prometteurs en termes d'options d'adaptation, de leur faisabilité entre maintenant et 2030, de leurs effets positifs vis-à-vis de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et
pour les leviers d'action qui permettent de baisser les émissions de gaz à effet de serre, une évaluation de leur potentiel au niveau mondial, c'est la taille de la barre, et une évaluation des coûts, c'est le code de couleur sur chaque barre. Donc, typiquement pour les systèmes énergétiques, des enjeux de fiabilité, d'efficacité, de résilience, de maîtrise de la sensibilité à l'eau disponible pour le refroidissement. C'est aussi des leviers d'action sur les renouvelables pour l'électricité bas carbone, des enjeux à éliminer les émissions de méthane liées au charbon et au gaz le plus rapidement possible, des enjeux sur la décarbonation de la chaleur, notamment par la géothermie et d'autres leviers d'action propres à chaque contexte. Je pense par exemple à la production d'électricité nucléaire, qui fait partie des leviers d'action, mais avec des coûts et des enjeux de stabilité de gouvernance qui font que ça n'est pas disponible dans tous les contextes. Si l'on regarde la partie système alimentaire, vous voyez que beaucoup des leviers d'action, c'est de l'efficacité, c'est des techniques d'agroécologie, d'agroforesterie qui ont des bénéfices dans les deux dimensions, mais aussi des actions sur les pertes et le gaspillage et l'évolution des régimes alimentaires, typiquement moins de protéines animales, plus de protéines végétales, plus d'alimentation locale et de saison, des leviers d'action que vous connaissez bien et dont vous voyez l'estimation du potentiel en gris. Des leviers d'action également importants dans le secteur des villes et des infrastructures, avec par exemple le verdissement des villes pour contrebalancer par des îlots de fraîcheur l'effet des vagues de chaleur plus intenses, et un ensemble de leviers d'action dans le secteur des bâtiments et du transport. Donc là, ce sont ces leviers d'action disponibles maintenant, sachant que pour les transports lourds, pour l'aviation, le maritime, le potentiel de décarbonation se déploiera plutôt au-delà de 2030, où on aura besoin de ruptures, notamment sur les vecteurs type hydrogène bas carbone, qui aujourd'hui ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Donc si je regarde par exemple les mobilités, c'est beaucoup des barres qui apparaissent en bleu. On a des enjeux par exemple de véhicules efficaces, d'électrification par des véhicules électriques, de masse raisonnable, de batteries raisonnables. On a des enjeux de mobilité active avec des bénéfices en termes de santé publique, de transport en commun. Et vous voyez qu'il n'y a pas un seul levier d'action qui se distingue. Typiquement, c'est un secteur où on a besoin de multiplier la diversité des approches de mobilité et pas uniquement centré sur les déplacements individuels en voiture. Alors, sur la partie organisation de nos sociétés, je vais insister sur les systèmes d'alerte précoce, avoir très vite l'information sur un événement météorologique qui va se produire, pouvoir se mettre à l'abri. En cas de situation de gestion de crise, l'accès à l'information, le numérique joue un rôle clé pour gérer les situations de crise, permettre d'assurer une continuité d'activité. Les services climatiques qui sont rendre accessible une information climatique pour éclairer les choix d'adaptation dans chaque contexte, dans chaque secteur, font partie des leviers d'action qui ont besoin à la fois du numérique, des sciences du climat et de la co-construction de connaissances avec les connaissances des acteurs de chaque secteur, de chaque territoire. Alors, j'ai insisté sur la demande parce que c'est un levier considérable. Maîtriser la demande, donc efficacité et sobriété, pour faire simple, c'est à peu près la moitié du potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde à horizon 2050. Dans nos évaluations, ce n'est pas du tout l'appel au geste individuel. Dans nos évaluations, la maîtrise de la demande, c'est le prendre au cœur de politiques publiques avec la mise en place d'infrastructures qui permettent d'éviter les demandes, qui jouent au maximum, par exemple, sur l'économie circulaire dans les secteurs industriels, avec un potentiel dans le secteur de la demande seule de 44% de la baisse d'émissions dans le secteur agricole, dans le secteur, par exemple, de la mobilité terrestre, 2/3, pour les bâtiments, 2/3, pour l'industrie, 30%. Et en ce qui concerne la production d'électricité, ce que vous voyez, c'est que dans un climat où on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre, on a besoin de substituer de l'électricité bas carbone à des sources d'énergie fossiles. Donc, on estime qu'on va avoir besoin de davantage d'électricité. Par contre, ça peut être complètement contrebalancé par des politiques publiques et des infrastructures qui facilitent l'efficacité et la sobriété par rapport à la demande en électricité.
Vous voyez que dans ce cas-là, on pourrait quasiment opérer à production constante d'électricité pour décarboner aussi les autres usages possibles. Alors, un mot sur le potentiel et les enjeux associés au numérique, aux technologies de l'information et la communication. J'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure. À l'angle de l'adaptation, il y a l'enjeu de la résilience des réseaux d'infrastructures qui sont critiques, y compris en situation de crise. L'accès aux services climatiques, donc en tenant compte de la fracture numérique pour que ce soit accessible notamment aux populations les plus fragiles, dans les contextes les plus fragiles. Pour l'adaptation dans le secteur agricole, un potentiel vraiment intéressant lié au numérique, mais avec encore une fois la question de l'accessibilité, notamment pour les exploitants familiaux dans les contextes les plus fragiles. Et puis des compromis souvent entre la multiplication qui permet de renforcer la résilience en augmentant, en doublant, en triplant les systèmes et la durabilité des systèmes, donc des compromis pas nécessairement évidents. Et en ce qui concerne la baisse des émissions de gaz à effet de serre, dans la partie atténuation de notre rapport, dans le chapitre sur la demande, on a ces deux figures qui donc sont illisibles, mais qui permettent d'illustrer la contribution possible du numérique pour l'économie du partage, pour l'économie circulaire en particulier, et enfin dans différents leviers d'action, mobilité, loisirs et d'autres secteurs qui montrent le potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre lié au développement du numérique, mais de l'autre côté, le risque d'effet rebond, notamment par de nouveaux usages, par une augmentation de l'activité, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas encadrée. Et c'est vraiment les choses qui ressortent. Un potentiel majeur du numérique en appui aux transformations, notamment maîtrise de la demande. On l'a vu, effacer des pics de demande d'électricité par l'information aux utilisateurs cette année, l'efficacité, l'économie circulaire et du partage. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de l'innovation dans les technologies de l'information et la communication est plutôt centrée sur les groupes à fort pouvoir d'achat et pas nécessairement pensée pour répondre aux besoins des publics les plus fragiles, les plus vulnérables. 4 facteurs clés qui sont identifiés pour la soutenabilité. Maîtriser la demande directe d'énergie et au maximum, donc électricité et chaleur, des équipements et des infrastructures. Tirer au maximum parti des gains apportés pour l'efficacité sur l'utilisation d'énergie et des ressources dans d'autres secteurs. Tenir compte impérativement des matériaux et des déchets qui sont associés aux milliards d'équipements de courte durée de vie et qui sont une source majeure d'augmentation de déchets dans le monde. Et enfin, anticiper les effets rebonds, y compris par de nouvelles activités que permet le numérique. Et donc, les rapports du GIEC soulignent le besoin d'outils de suivi en appui à la gouvernance du secteur numérique pour maximiser le potentiel et éviter en fait des effets indésirables qui contrebalanceraient le potentiel qui est existant. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu un rapport du GIEC ? Un morceau. Alors, il y a une entreprise française qui a développé une intelligence artificielle qui permet, par une interrogation en langage courant, en fait, de fouiller dans les 10 000 pages des rapports du GIEC. Et là, ça souligne aussi le potentiel d'aide, en fait, de rendre accessible l'information largement. Ce n'est pas encore complètement parfait parce que le jugement d'experts des auteurs des rapports n'est pas complètement reflété dans la conclusion que formule l'intelligence artificielle à partir des différents éléments. Mais on voit vraiment là le potentiel offert à condition de maîtriser l'empreinte en termes de demande d'énergie associée à ce type de requête, où j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on utilise un peu un marteau-piqueur parfois à la place d'un couteau suisse. Et donc, on voit bien là le potentiel, mais aussi les limites qui existent actuellement. Alors, dans le monde, il y a un certain nombre d'enjeux clés, et notamment la réorientation des financements, le développement des systèmes d'innovation technologique et la coopération internationale, notamment pour rendre les technologies les plus performantes, propres, accessibles plus rapidement dans les pays du Sud. Aujourd'hui, on a des obstacles, y compris sur la propriété intellectuelle, qui sont considérables. Les petites barres bleues, elles vous montrent aujourd'hui les financements chaque année pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre par secteur et par région du monde. Les barres grises, elles illustrent ce qui serait nécessaire
pour que les leviers d'action que j'ai indiqués précédemment puissent être pleinement déployés. S'ils sont tous déployés, on peut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Ce n'est pas le seul critère de déploiement, mais le critère des financements disponibles, il est critique. Et au-delà de ça, il y a bien sûr aussi la question des choix de société, de ce que les sociétés sont prêtes à faire, des rythmes de changement acceptables, souhaitables dans les différentes régions du monde. Ce qui est très frappant là, c'est un déficit de financement pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 3 à 6, particulièrement marqué pour le secteur lié à l'agriculture et particulièrement marqué dans les pays du Sud, sachant qu'aujourd'hui, 90% des financements dits climat vont dans ce secteur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, très peu vont pour l'adaptation, et dans ceux qui vont pour l'adaptation, ils ne touchent pas assez les communautés les plus fragiles. Donc c'est pour ça que cette année sera un moment important, notamment parce que la France va héberger avec les Barbades un colloque autour de la finance pour le climat, avec la question notamment d'aligner les financements des banques de développement avec les options qui permettent à chacun de vivre décemment tout en réduisant plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous le voyez, des enjeux à changer d'échelle. Changer d'échelle pour éviter d'atteindre des limites à l'adaptation, des pertes et dommages, une escalade de coûts. Changer d'échelle parce que chaque levier d'action, il peut avoir des effets indésirables et co-bénéfices. Et donc la question, c'est de construire les feuilles de route intelligentes, propres à chaque contexte, qui maximisent les bénéfices, qui tiennent compte des effets indésirables, qui les compensent éventuellement, par des politiques publiques intégrées et qui mettent notamment en priorité l'équité, l'inclusion, les processus de transition juste, y compris la reconversion, y compris la protection des plus fragiles, et en évitant la maladaptation. Dans un monde aujourd'hui fracturé, dans un monde où beaucoup de choses sont clivantes, ça demande aussi de rendre accessibles des éléments probants pour construire des choix en tenant compte aussi d'intérêts, de valeurs, de visions du monde qui sont divergents, pour construire des résultats qui soient équitables et justes. Et le partage des connaissances joue un rôle clé. Moi, j'ai mis l'accent là sur les connaissances académiques, les connaissances des acteurs de terrain, les connaissances des acteurs industriels font partie des choses à intégrer de sorte à construire en fait les feuilles de route les plus partagées possibles. Et donc, ça pose la question des prises de décision. Vous-même, vous allez être tous amenés à prendre des décisions demain, comme citoyens, comme jeunes diplômés, comme professionnels. Chaque décision, en fait, elle peut verrouiller des vulnérabilités, des expositions, ou elle peut, au contraire, accélérer les transformations, la résilience. Chaque décision, elle peut verrouiller des systèmes émetteurs de gaz à effet de serre, ou au contraire, aller plus vite vers des systèmes qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et donc, la question finalement sur comment on infléchit nos trajectoires de développement, c'est à chaque point de décision pouvoir évaluer quelles seront les conséquences à plus long terme, les conséquences sur les risques climatiques, sur l'équité, sur l'état des écosystèmes, avec des résultats très contrastés, en fait, qui sont le résultat d'une somme de décisions individuelles et collectives. Et dans les conditions qui contraignent les transformations, on a des barrières, le manque de capacité, le manque de compétences, le manque d'accès au financement, aux technologies, les compromis parfois qui paralysent parce qu'on est devant des contradictions profondes entre les ressources nécessaires pour décarboner et la volonté de limiter l'utilisation de ressources non soutenables, par exemple. Et à l'inverse, les choses qui facilitent, c'est le fait d'avoir un partage de connaissances, d'exposer les valeurs différentes, d'avoir à disposition des ressources financières, pouvoir intégrer les connaissances transverses, voir où sont les synergies entre différents systèmes et différents secteurs, et avoir des mécanismes d'échange entre les politiques publiques, la société civile et le secteur privé. Ces mécanismes de délibération, ils sont critiques pour construire des inflexions majeures et des choix qui sont des choix de société durables, transformateurs à long terme. J'espère que vous serez acteurs de ces transformations et de ces choix. Merci.
Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, il y a un truc qui m'a marqué sur le premier graphe non grand public, sur les trajectoires possibles d'émissions de CO2 dans les scénarios les plus optimistes. Il y avait une claire, nette, en fait, les courbes descendaient assez clairement dans le négatif. Pourtant, vous avez vous-même souligné comment, les limites de stratégie de captation carbone. Donc, j'étais curieux de savoir. J'ai vu passer des chiffres à -2 gigatonnes de CO2 par an. Comment on fait ça en pratique? Alors, si on regarde un monde où on stabilise le réchauffement, donc un monde où on a des émissions de CO2 égales à 0 net, il y aura des émissions résiduelles de secteurs difficiles à décarboner, on le sait. Et donc, du coup, la manière de le contrebalancer, c'est d'avoir des éliminations nettes de CO2 pour contrebalancer même d'autres gaz dont les émissions ne baisseront pas suffisamment vite. Donc, il y a pas mal de travaux sur les options d'action, le potentiel et les limites. Certaines options d'action, elles peuvent être des méthodes physico-chimiques. On capte, on concentre et on stocke. Et il y a une demande d'énergie associée, bien sûr. Donc, aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas la chose à développer maintenant. Autant utiliser l'énergie bas carbone pour décarboner d'autres secteurs avant de développer ça par la suite. On a des leviers d'action sur la restauration des écosystèmes. Donc, plus on les restaure, plus leur capacité à stocker peut augmenter. Et on a d'énormes points de vigilance, notamment sur tout ce qui touche à l'utilisation des terres. Par exemple, afforester à la place de savane. Sur le papier, ça peut sembler intéressant. En réalité, on détruit un écosystème natif résilient. On met des monocultures à la place, par exemple. Et là, il y a des points de vigilance sur les droits locaux des populations, sur la soutenabilité de ce qui est mis en place, voire dans certains cas sur la sécurité alimentaire, si on convertit des terres utilisées pour l'agriculture en monoculture pour stocker du carbone, de cette manière-là. Un aspect qui permet de le faire, c'est d'utiliser de la biomasse pour produire de l'électricité ou de la chaleur en captant et stockant le CO2. Donc la biomasse, quand elle pousse par la photosynthèse, elle pompe du CO2 de l'atmosphère. Si on est capable de l'extraire sur le lieu de combustion et de le stocker, ça fait un puits net de carbone. On évalue qu'il y a un potentiel, mais qui est limité, notamment par rapport à l'utilisation de la biomasse avec les mêmes risques que je discutais tout à l'heure. Et enfin, donc, ce qui ressort assez nettement, c'est le premier secteur à transformer, c'est vraiment le côté agriculture, utilisation des terres, faire en sorte au maximum d'avoir des sols et des écosystèmes qui, le plus vite possible, peuvent stocker plus de carbone. C'est l'énergie, très vite. Et un peu plus tard dans le monde, la partie transport et industrie, qui a besoin aussi d'un peu plus de rupture pour avoir une décarbonation rapide. Et dernière chose, si on dépasse un certain niveau de réchauffement, comme 1,5 degré dans la décennie qui vient, et qu'on voulait revenir en arrière, c'est conditionné à la capacité d'enlever et de stocker des quantités importantes de CO2. Et ça, c'est associé à des risques en cas de mise en œuvre à grande échelle. J'ai eu une incompréhension à la fin de votre présentation. Je ne vois pas qui parle, en fait. Je suis désolée. Ah ouais, oui. Pardon. Vous avez présenté des réductions basées sur la demande, donc en distinguant de ce qui n'est pas la demande. Oui. Et je n'ai pas compris ce qui n'était pas la demande. Parce que qu'est-ce qui n'est pas la demande? Alors, en fait, c'est les systèmes de production qui peuvent permettre d'éviter des émissions. Donc, par exemple, les systèmes de production agricole peuvent permettre de réduire les émissions associées à la production agricole. Mais si vous jouez aussi sur vous-même votre demande, le type d'alimentation, en fait, c'est à peu près la moitié du potentiel complet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque système, il y a une partie offre, il y a une partie demande. Et ce qu'on montre, c'est que la partie demande, elle est associée finalement à un potentiel très important. Des choses faciles qu'on peut mettre maintenant, bien sûr, limitées, mais à horizon 2050, par des approches plus structurelles, en termes de politique publique d'infrastructure, le potentiel est très important. Alors nous, en France, on utilise le terme de sobriété. Dans les rapports du GIEC, on utilise le terme de sufficiency, qui n'est pas tout à fait le même sens. C'est éviter des demandes en énergie, matériaux, en eau, en terre, dans le respect de limites planétaires, pour répondre aux besoins de base, pour vivre décemment. Ce n'est pas exactement la même notion. Oui, j'ai une question, c'est qu'est-ce que le GIEC pense de la géo-ingénierie? Parce que je sais que c'est
une solution, entre guillemets, très controversée parce que ça s'attaque plutôt aux symptômes qu'à la cause. Et je pense que la plupart sont tous d'accord que ça ne peut pas se substituer à la réduction de gaz à effet de serre. Mais sauf que, comme on a vu tout à l'heure, il y a des mécanismes de rétroaction qui fait que les symptômes contribuent à la maladie. Du coup, est-ce que ça peut être utilisé pour casser un peu les boucles de rétroaction? Alors, en fait, dans la littérature scientifique, il y a deux types de, entre guillemets, géo-ingénierie discutés. La capacité à enlever du CO2 et le stocker de manière durable, je l'ai déjà abordé. Et après, l'autre volet, c'est agir directement sur le bilan radiatif de la Terre pour modifier l'évolution du climat global par des interférences, notamment avec le rayonnement solaire. Donc, on va regarder plutôt ce côté-là, que nous, on appelle modification délibérée du rayonnement solaire, même si parfois c'est de l'infrarouge. Mais... Donc, dans les rapports du GIEC, on l'a regardé de plusieurs manières. Dans le rapport sur 1,5 degré, on avait un encadré transverse, toute discipline, pour évaluer le potentiel, les limites, les enjeux éthiques, les questions de gouvernance. Ensuite, on l'a revisité dans le rapport du groupe 1 sur la partie qu'est-ce qu'on connaît dans le fonctionnement du climat qui permet d'évaluer ce type d'options sur la base de simulations, en fait, à l'aide de modèles de climat. Donc, purement à l'aide de modèles de climat, ce qu'on montre, c'est que théoriquement, il serait possible de contrebalancer une partie de réchauffement planétaire, mais jouer sur le rayonnement solaire versus les gaz à effet de serre infrarouges, ça donne lieu à des effets qui ne sont pas identiques dans toutes les régions, qui peuvent être différents selon les saisons, voire des effets dominants issus de modifications du rayonnement solaire. L'autre chose qu'on montre, c'est que cela pourrait avoir des effets qui retardent la récupération de la couche d'ozone sur le bilan de chaleur de la haute atmosphère. Ça ne contrebalance pas l'acidification de l'océan. Si on a des émissions qui augmentent fortement et qu'on masque leur effet sur la température de surface de la Terre et qu'on arrête, alors on s'expose à un réchauffement encore plus fort. La réponse brutale, l'ajustement brutal du climat à la teneur en gaz à effet de serre qui aura de toute façon continué à monter dans ce cas-là. Et ça, ce sont des risques en fait d'être obligé de le faire sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la partie groupe 2 et 3 du GIEC, donc ils ont fait un encadré commun à l'angle vraiment des risques, c'est-à-dire quels seraient les risques associés au déploiement de ce type de méthode, des risques en termes éthiques, des risques de gouvernance, sachant qu'on peut avoir, par exemple, de nouveaux types de conflits si un pays ou un acteur industriel dispose de ces technologies, les met en œuvre pour son propre intérêt, donne lieu à des effets négatifs dans d'autres régions du monde. Là, on peut avoir aussi éventuellement des nouveaux risques de conflictualité majeure. Je pense que la question de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a zéro cadre pour encadrer l'utilisation de l'atmosphère pour ce type de technologie. Et puis plus récemment, donc vous pouvez aller chercher ces encadrés qui donnent des choses plus détaillées et plus subtiles que ce que je résume. Plus récemment, il y a eu aussi une étude intéressante allemande qui regarde si on baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre et qu'en plus, on déploie un petit peu de modification du rayonnement solaire, au bout de combien de temps on en voit les effets? Si on le déploie de manière ténue, en fait, pas forte, on en verrait les effets au bout d'une vingtaine d'années, donc à peu près au moment où on verrait les effets d'une forte baisse des émissions. Et ensuite, on serait obligé de le maintenir à l'échelle d'à peu près un siècle. Donc, encore une fois, il y a la question de qu'est-ce qu'on va verrouiller pour ne pas s'exposer à des risques d'arrêt dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui financent les recherches sur la géo-ingénierie, qui sont des acteurs de fondations de milliardaires. On peut se poser aussi la question de pourquoi. Pourquoi financer ces recherches-là et pas financer la recherche de rupture ou de déploiement plus rapide d'autres leviers d'action? Donc, c'est des questions éthiques, encore une fois. Et on a certaines universités américaines qui sont très proactives, à la fois dans la recherche, la construction d'un cadre d'entreprise, donc de nouveaux intérêts à déployer ce type d'approche. Et les deux tentatives d'expérimentation à petite échelle ont donné lieu à des réactions très vives. Donc, une université américaine voulait faire un déploiement au nord de la Scandinavie
Et là, il y a eu une interdiction locale, vraiment une très forte contre-réaction des peuples autochtones de Scandinavie. Et puis, il y a une personne américaine qui a fait un test sans aucune autorisation à toute petite échelle, mais vraiment microscopique au Mexique, et le gouvernement mexicain a interdit. Donc, c'est des questions de gouvernance. On a beaucoup de questions aussi en ligne, donc on va en prendre quelques-unes. Oui. Alors, il y a des questions politiques, il y a des questions techniques, il y a des questions sensibles. On va faire un choix avec Tixi. Je vais en prendre une qui est simple, qui est très très simple, mais qui a été... en fait, qui est la personne qui demande... Voilà, Arsène, qui a été publicité par d'autres, demande « Qu'entend-on par alimentation saine et durable ?» Alors ça, c'est la version qui est passée par le filtre de relecture des différents pays, notamment des pays fortement exportateurs de viande, comme le Brésil et l'Argentine, qui ont refusé qu'on parle d'alimentation plus végétale. Donc, c'est une façon de dire une alimentation diversifiée avec davantage de fruits, de légumes, de graines, de protéines végétales, moins de protéines animales quand on en mange trop, produits dans des systèmes résilients à faible impact environnemental. En gros, c'est ça la définition précise. Et en France, l'Agence nationale nutrition santé fait des recommandations de profils nutritionnels d'alimentation qui correspondent en fait assez bien avec ces évaluations de ce que sont les régimes alimentaires qui réduisent l'empreinte environnementale et qui sont les meilleurs en termes d'espérance de vie en bonne santé. C'est ce que je viens de décrire en fait. Voilà. J'en prends une autre et puis je te passerai la main, Tixi. Donc, Laurence de IMT Atlantique demande « Merci pour cette synthèse très claire. Pourquoi les particules fines ont un effet asséchant alors qu'elles servent de noyau de condensation pour la formation de gouttelettes cristaux glaces dans les nuages et doivent normalement conduire à l'augmentation des événements pluvieux ?» Alors, donc, il y a l'effet microphysique des particules noyaux de condensation qui est décrit là. Mais après, il y a aussi un effet sur ce qu'on appelle, nous, le forçage radiatif, donc les flux de rayonnement, avec, pour une région donnée, avec davantage de particules, effet direct et via la formation de nuages, des effets sur les flux de rayonnement qui vont en fait assécher la colonne atmosphérique. Voilà. Donc, on a ces deux effets qui, dans ce cas-là, pour les régions de mousson, sont dominés par l'effet asséchant des particules. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des discussions sur des périodes très sèches au Sahel dans les années 50 à 80. Les travaux de modélisation les plus récents montrent que cet assèchement au Sahel a été une conséquence des émissions de particules polluantes, notamment liées à l'utilisation du charbon en Europe et en Amérique du Nord pendant la période de l'après-guerre. Et puis maintenant, cet effet s'estompe et on a l'effet humidifiant des gaz à effet de serre qui s'ajoute. Et donc, pour le Sahel, on s'attend à une augmentation de la pluviométrie dans la région centrale. Et par contre, l'extrême ouest du Sahel, dans un climat qui se réchauffe, a un assèchement. Donc, des choses régionales aussi assez contrastées. On a une question de Louis Tomzik. Pourquoi, lors des sensibilisations à la cause écologique, la question n'est quasiment jamais abordée sous un angle psychologique ? Aurélien Barraud parle beaucoup des plaisirs mortifères et invite à se poser des questions sur nos besoins, entre guillemets, au final, de reconnaissance permanent et inhérent à l'homme. Son invitation à la lecture et à l'art passe souvent comme incomprise, et à côté de la plaque, alors que c'est bien l'élément central. Oui, alors dans les connaissances, les rapports du GIEC, ils s'appuient sur les éléments de la littérature scientifique, technique, socio-économique. Donc la dimension sur le fonctionnement des sociétés à l'angle des sciences sociales et aussi la psychologie individuelle se reflète dans ces évaluations et c'est ça qui est reflété dans certains aspects de nos rapports. La question en fait de l'art, la question des valeurs, des visions partagées que vous mentionnez, elle est vraiment propre à chaque contexte culturel. C'est très difficile d'en faire une évaluation au niveau planétaire. Dans les choses qui sont très nettement montrées, les choses en fait qui sont nécessaires mais pas suffisantes pour transformer ces choix. Donc, il y a des éléments de ce qu'on appelle la littératie climatique, ce que j'essayais de partager, comprendre les causes, les implications, les leviers d'action. Il y a une étape en fait au-delà des connaissances rationnelles, d'appropriation personnelle. En quoi ça touche quelque chose à quoi je tiens. C'est quelque chose d'important, ce volet-là. Le digérer et le projeter à l'échelle d'une vie humaine et des choses auxquelles on tient. Il y a un levier d'action qui touche à l'expérience vécue,
notamment des situations d'impact liées à des événements extrêmes, qui montrent que ce n'est pas quelque chose pour un futur lointain, mais que ça nous concerne aujourd'hui. Mais le fonctionnement humain est tel que tout ça, souvent, ne conduit pas à changer de pratique et à mettre en place des actions différentes concrètes. On opère comme humain dans des sociétés, avec des normes, avec des pratiques. Donc, les choses en fait, qui conduisent à agir, en réalité, c'est de faire partie d'un groupe qui délibère, qui réfléchit ensemble, qui expérimente, qui fait évoluer les normes sociales. Et donc, l'art, tous ces aspects-là, jouent un rôle extrêmement important. Et puis après, les émotions individuelles, elles jouent aussi un rôle très important dans la manière dont on reçoit ces informations. La même présentation que je vais faire à deux personnes différentes, qui vont avoir des visions du monde différentes, des intérêts différents, parfois des âges différents, ne sera pas du tout perçue de la même manière. Et notamment, au-delà des émotions que peuvent susciter la gravité de la situation, le fait de, par exemple, pointer du doigt la responsabilité, voire la culpabilité de certains, entraîne souvent une contre-réaction qui fait qu'on n'aborde plus du tout la question. Donc, sur le fond, c'est vraiment comment faire en sorte, avec des visions, avec des valeurs, avec des intérêts divergents, comment, malgré cela, on peut avoir des éléments communs partagés. Moi, je crois beaucoup aux éléments factuels, scientifiques, rigoureux. Et ensuite, comment on peut aussi s'appuyer sur des évolutions, des valeurs, des visions du monde, des futurs souhaitables, qui en donnent sens aussi à l'action qui peut être mise en place. Je vais vous poser une autre question qui nous a été envoyée en ligne. Un président de la République, après avoir proclamé « Make our planet great again », se demande en 2023, dans un discours préparé, qui aurait pu prévoir les conséquences de la crise climatique. Dans le même temps, les associations écologistes et les mouvements locaux sont criminalisés, les militants écologistes assignés à résidence ou traités d'éco-terroristes. Des décisions de justice ne sont pas respectées par l'État. Comment est-ce que vous interprétez ces signes? Est-ce que le climato-scepticisme a muté et qu'est-ce qui dérange autant dans la lutte contre le changement climatique? Alors, première chose, donc d'un point de vue purement factuel, dans le climat des années 2020 mondial, quelle était la probabilité d'occurrence d'une année record comme 2022? Et donc, qui est basé au CERFAX à Toulouse, Christophe Cassou a repris tous les résultats des modèles de climat, a fait une analyse et a montré qu'une année comme 2022, c'est dans l'intervalle de confiance à 90% du climat de 2022. Donc, c'est dans la plage qu'on appelle très probable, c'est prévisible. Est-ce qu'il y a des choses que nous, comme climatologues, on a mal communiqué sur le fait que dans un climat donné, ce n'est pas seulement la moyenne qui compte, mais c'est aussi l'augmentation de la probabilité d'événements inédits, plus intenses. Voilà, donc ça, c'est l'autocritique qu'on va faire. Ensuite, je pense que la formule qui aurait pu prévoir, c'est une pirouette rhétorique qui a certainement été écrite et testée par des communicants. Je pense que ça fait partie de discours très largement relus. Et donc, se pose la question des connaissances de base des personnes qui rédigent ces discours pour des politiques sur les questions climat. Ça aurait pu être évité, une formulation qui, en fait, n'est pas juste. Je pense que ça aurait pu être évité. Et donc, on est sur des questions, en fait, de manque de littératie climatique, de conseillers, en tout cas en communication, à haut niveau, il me semble. La question sur la réaction par rapport aux contestations de projets d'infrastructures et d'aménagement, on ne la retrouve pas qu'en France, on la retrouve partout, avec notamment des lois qui se sont durcies par rapport à des risques de sécurité intérieure pour le terrorisme, qui sont utilisés pour criminaliser la contestation sur des projets d'aménagement, sur des décisions politiques, interdire des manifestations. Et je pense que devant l'inertie ou la lenteur de l'action, la difficulté à mettre en place des actions de transformation, les personnes qui s'approprient ces enjeux, qui les prennent de plein fouet, ne comprennent pas cette inertie, voient que les actions, on va dire, non violentes, habituelles, ont peu d'effet et auront tendance aussi à vouloir choquer, cliver, pour avoir un espace d'attention, pour essayer de bousculer la société. Donc, ce sont des choses délicates, complexes, et ça pose aussi la question pour moi de qu'est-ce qui est la plus grande menace à l'ordre public. Est-ce que la plus grande menace à l'ordre public, c'est finalement la lenteur de l'action partout dans le monde et en France pour le climat, c'est l'érosion de la biodiversité, c'est
les risques climatiques qui s'aggravent, notamment les risques d'inégalités exacerbées, ou est-ce que c'est la contestation de projets? Et donc, je pense que c'est simplement s'interroger, changer de regard, se poser la question sur le fond. De mon point de vue personnel, je suis très attachée à la fois à la liberté d'expression et à la vie démocratique. Ce que je veux exprimer, c'est l'incapacité à avoir des débats collectifs sérieux vis-à-vis des politiques qu'on souhaite mener pour le climat. Et au-delà de ces exemples qui étaient donnés de l'actualité récente, si on revient juste un an en arrière, élection présidentielle, élection pour le Parlement, pour les députés, guerre en Ukraine, quel débat avez-vous vu qui permettait à différents candidats d'exposer quelle serait leur stratégie, leur projet pour l'adaptation à un climat qui change, pour gérer en situation de sécheresse les difficultés liées à l'eau, y compris pour l'irrigation? Quelle vision partagée sur l'évolution, par exemple, du modèle agricole, de la gestion des terres? Quelle vision partagée sur comment, en France, pour tenir nos objectifs européens, on peut multiplier par 2 à 3 ces années le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre? Et ce qui est très frappant pour moi, c'est qu'on ne l'a pas eu et que souvent, les projets politiques qui sont présentés, ils vont regarder un angle. Donc, j'ai donné 3 grands enjeux, technologie, demande, donc style de vie en fait, et écosystème. Et souvent, on va prendre un, parfois 2 de ces enjeux-là, mais pas le 3e. Donc, en fait, on n'a pas vraiment eu un débat collectif qui permet de faire émerger des choses qui ont une légitimité démocratique. Et c'est ça la situation qui entraîne des choses de plus en plus clivantes. Puis moi, personnellement, je suis très attachée à ce que le droit évolue. Le directeur de l'école a indiqué dans la mission de l'école une vision de, on va dire, technologie pour un développement soutenable. Enfin, je ne sais plus les mots exacts, mais c'était cet esprit-là. Ces aspects-là, ils ne sont pas dans la Constitution française. On a une charte de l'environnement qui n'est pas vraiment appliquée. Donc, je pense qu'il y a aussi cet enjeu à faire évoluer le droit pour qu'à un moment donné, par rapport aux objectifs qu'on se fixe, le droit évolue, s'impose et qu'on ne soit pas à avoir des situations de conflit sur des projets dont les études d'impact ne sont pas du tout suffisantes dans certains cas. Juste une question très rapide justement sur ces questions d'impact et de transition sociale et environnementale. On associe souvent la transition sociale à la transition environnementale, mais quels sont les liens, et s'ils existent, les liens qui permettent d'accélérer les impacts, ou est-ce qu'ils sont dissociés, auquel cas on n'a pas besoin de les mettre ensemble? Alors, il y a plusieurs visions qui sont posées sur cette question précise. Certains considèrent que ce sont des dynamiques différentes, des échelles de temps différentes, et que donc, vu l'impératif de mettre en place des choses structurantes pour le climat rapidement, il faut au minimum s'assurer que socialement, elles ne soient pas régressives. Ça, c'est un peu le service minimum, on va dire. Donc, ça va avec la notion de transition juste, en particulier, où on va dire, pour ces leviers d'action-là, socialement, ils posent des problèmes. Je vais donner un exemple. Voiture électrique, donc, qui permet de passer d'une empreinte en cycle de vie aujourd'hui pour une voiture moyenne de 35 tonnes à en gros 10 tonnes. C'est à peu près la situation actuelle. Donc, d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre, avec l'électricité bas carbone et des véhicules pas trop lourds, c'est intéressant. Des enjeux sociaux, là où on installe les mines, où on développe les mines. Et puis, des enjeux également sociaux parce que les véhicules électriques à l'achat sont plus chers, donc ne sont pas abordables pour les gens qui ont des revenus très contraints. Donc, comment on arrive à réconcilier ça? Pas simple, on n'a pas nécessairement une solution évidente. À part de durcir le cadre social, environnemental sur toutes les filières d'approvisionnement pour les mines ou de les installer dans des endroits où le cadre est déjà plus strict. Et après, c'est des opérations de leasing, de crédit, de choses comme ça, qui peuvent permettre d'accéder à ce type de véhicule, même avec des revenus contraints. Ça, c'est les outils financiers. L'autre vision des choses, c'est de se dire, non, on est devant des enjeux multiples, des types de développement pas du tout soutenables, avec en premier l'extrême pauvreté qui est là et qu'on n'arrive pas à résorber suffisamment vite. Et donc, c'est pris plutôt à l'angle de comment on construit d'autres trajectoires de développement, où on met en premier les questions d'équité, et en premier lieu, on essaie d'aider les plus fragiles à renforcer leur capacité d'adaptation, à rendre accessibles à tous des styles de vie sobres en carbone plus rapidement, et à aider plus rapidement ceux qui sont dans les régions du monde avec des niveaux de vie indécents, en fait, en termes d'extrême pauvreté, plus rapidement
à sortir de la pauvreté en leur donnant accès aux technologies les plus performantes plus rapidement. Donc ce sont deux visions qui sont là et qui ne sont pas toujours faciles à réconcilier. Et ce qui est intéressant, c'est dans les rapports du GIEC, quand on regarde, le volume 2, impact, risque, vulnérabilité, mais plus l'accent sur le développement résilient, les enjeux d'équité. Et le groupe 3, qui est centré sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui n'est pas rédigé par les mêmes communautés scientifiques, mais plus l'accent sur les transitions justes. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Et j'ai une question qui est sur les enjeux géopolitiques qu'entraîne le changement climatique. Je m'explique. Si j'ai bien compris, on a fait plusieurs constats. Le premier, c'est que tous les pays ont un rôle à jouer, particulièrement les pays actuellement très pollueurs, mais au bout de 6 mois, avec les déplacements de masse d'air dans l'atmosphère, le CO2, ça se retrouve partout. Donc, ce n'est pas parce qu'on pollue en Chine que ça ne se retrouvera pas en France ou vice-versa. Pourtant, on a bien vu que les pays qui sont pollueurs ne sont pas forcément les plus pollués, et en tout cas les plus touchés par le réchauffement climatique. Donc, il y a des enjeux qui convergent clairement pas. Et certains pays ont donc, d'une certaine façon, intérêt à continuer de polluer parce qu'ils ne seront pas principalement touchés. Et c'est ce qu'on peut déjà observer avec des histoires de vol de nuages où, justement, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'azote qui est libéré dans des nuages pour forcer des grosses précipitations sur certains territoires et après qu'il n'y ait plus d'eau pour d'autres pays. Enfin bref, du coup, ma question, c'est est-ce que le GIEC à examiner cette question géopolitique et comment forcer d'une certaine façon des pays qui n'ont pas d'intérêt à diminuer leurs émissions de carbone à tout de même le faire parce que c'est dans un intérêt commun. Alors, dans le mandat du GIEC, il y a le fait d'être rigoureux scientifiquement et neutre, non prescriptif. Donc, ce n'est pas le GIEC qui évalue l'action de tel ou tel pays individuellement. Vous avez vu, soigneusement, on prend des grandes régions, des groupes de pays. Ce n'est pas dans son mandat. Ça, par contre, ça peut être fait dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique ou dans le cas de comités nationaux climat au Conseil pour le climat ou autres, qui vont, par exemple, regarder pour un pays donné, est-ce que ces objectifs sont compatibles avec l'effort mondial nécessaire et l'équité, responsabilité historique, capacité à agir et autres. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes organismes, en fait, qui sont chargés de le faire. Le GIEC ne fait pas de recommandations, enfin, je ne sais pas si ça apparaissait dans ma présentation, mais ne donne pas la feuille de route, fait des études de cas de temps en temps, mais montre en fait comment on peut analyser les différents leviers d'action en regardant leurs co-bénéfices, leurs effets indésirables pour éclairer des choix, et ça s'arrête là. Donc, pour en revenir à votre question, dans les négociations internationales sur le climat, le terme qui ressort, c'est responsabilité commune, climat planétaire, mais différencié. Donc, l'idée que ceux qui contribuent le plus devraient faire plus, et le fait que les pays, on va dire, développés, peinent à agir à hauteur de leurs engagements est scruté avec grande attention par les autres. C'est aussi une question de qui se joue. Donc, pour regarder les choses de manière positive, on va dire, dans les récentes avancées, là, sur l'année dernière, par exemple, il y a le plan Biden, qui vise en fait à accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis et qui est un plan en fait d'investissement, de relocalisation, de développement industriel, d'emploi, pour doper l'activité économique, qui n'intègre pas la sobriété et tout le reste, mais qui devrait avoir des effets sur la baisse de rythme des émissions des États-Unis, sachant que l'administration précédente Trump a tout fait pour ralentir les choses. Et par rapport à votre propos, si on regarde par exemple le cas de la Russie, donc la Russie, en fait, émetteur de gaz à effet de serre, misait beaucoup sur la capacité de sa forêt spontanément à stocker du carbone. Donc ça pose la question d'améliorer les inventaires d'émissions pour arriver à discerner dans un pays donné ce qui est la réponse naturelle de la végétation, vous ne faites rien et ça pompe, ce n'est pas une action délibérée, de ce qui est une gestion durable de la forêt qui permet d'augmenter des puits de carbone. Donc là, on a un enjeu de gouvernance sur la manière de faire les inventaires qui doit être améliorée. Et puis, malgré ce qui était anticipé, c'est-à-dire une saison de croissance plus longue, le dégel de l'Arctique en faisant une voie maritime possible, ce qu'on voit, c'est des dépérissements de forêt, le dégel des sols gelés avec des enjeux pour les infrastructures, des vagues de chaleur qui entraînent des incendies et une surmortalité même en Sibérie.
des voies maritimes gelées, moins gelées, qui freinent le transport à l'intérieur du continent, mais dans certaines régions plus au sud, un potentiel sur le blé, sur la betterave, d'augmentation de rendement agricole, et donc des leviers d'action pour le rapport de force international lié au fait de jouer sur les marchés mondiaux de l'alimentation qui peuvent être plus importants. Voilà, donc c'est pour expliquer que c'est nuancé en fait. L'idée que certains vont y gagner, en fait, elle se révèle pas réaliste à l'échelle de ce qui est observé et projeté, mais certains vont être beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et dans les négociations sur le climat, on entendait beaucoup la voix des petits États insulaires en développement, parce que là, en fait, quand vous êtes sur une île, vous n'avez pas tellement d'échappatoire. Donc, les questions d'habitabilité se posent autrement. Et récemment, c'était le Vietnam qui a posé au Conseil de sécurité de l'ONU la question de la montée du niveau de la mer. Donc, au Vietnam, le delta du Mékong joue un rôle important pour la production alimentaire. Beaucoup d'infrastructures, de zones urbaines y sont concentrées. Donc, la montée du niveau de la mer, en fait, ça va être vraiment un enjeu considérable, très difficile pour les pays qui dépendent de grands deltas, en plus des petites îles. Et encore une fois, certains pays freinent, refusent, je pense à la Russie, pour que ce soit pris comme un angle de sécurité vraiment stratégique dans les relations internationales. Alors, les objectifs à horizon 2050, tenant compte de la responsabilité historique, ils devraient faire en sorte que les pays qui se sont industrialisés plus tôt, et parmi eux les plus riches, aient des objectifs plus précoces. Donc, c'est contrasté à l'échelle de l'Union européenne. Il y a des choses aussi différenciées. C'est une espèce de mini-monde avec des pays qui n'ont pas les mêmes mix, qui n'ont pas les mêmes histoires non plus de développement. Donc, je vais prendre le cas de la France. La France, elle vise net zéro tout gaz à effet de serre 2050. Donc, c'est plus précoce que mondial net zéro CO2 pour 1,5 degré. Donc, c'est cohérent avec l'aspiration la plus forte de l'accord de Paris et sa responsabilité historique. Et après, la question, c'est est-ce que c'est crédible? Comment y arriver? Est-ce que le rythme de changement actuel est suffisant? Et on voit bien, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, qu'il y a besoin d'objectifs de long terme ambitieux, puis après, il y a besoin d'un plan d'action crédible cette décennie. Donc, c'est la déclinaison, en fait, du New Green Deal et du paquet de lois. Il y a besoin d'outils de cadre réglementaire, de réorientation de financement, et puis de changer d'échelle dans le rythme de baisse pour rendre plausible le fait d'atteindre les objectifs 2050. Donc après, on voit qu'on est sur des questions de gouvernance à plusieurs niveaux. Donc, l'Union européenne qui fixe ce cadre réglementaire qui va s'imposer aux entreprises notamment. Derrière, il y a aussi les règles du mondial, qui sont celles qui font l'objet qui sont les plus contraignantes en réalité, et qui ne sont pas toujours alignées avec le fait de s'assurer que les partenaires tiennent eux-mêmes leurs objectifs. Là, il y a des leviers d'action qui sont potentiellement importants et qui peuvent engager nos partenaires internationaux à être crédibles sur leurs propres objectifs. On sait que ça fonctionne. Après, il y a la déclinaison nationale, donc le fait que chaque pays soit capable de tenir le cap qui s'est fixé. Et après, il y a la déclinaison. En France, les régions ont un rôle de chef de file, politique, économique, infrastructure, de l'action territoriale pour le climat, puis le rôle des villes. Enfin, voilà. Et on n'a pas encore tous les mécanismes pour s'assurer que l'ambition, on va dire, européenne et nationale se reflète au même rythme à l'échelle locale. Donc là, c'est des questions vraiment d'organisation, de gouvernance, d'outils de politique publique. Ce qu'on voit également, c'est monter en puissance la capacité à lire un budget, parce que c'est critique, la partie verte et la partie subvention cachée aux énergies fossiles des budgets. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et après, donc, si on prend toujours le cas de la France, sur les dernières années, c'est très difficile d'arriver à discerner ce qui est le fruit de politiques publiques pensées, mises en œuvre pour le climat, des chocs successifs. Donc, par exemple, 2019, 2020, 2021, c'est pandémie et rebond, qui écrasent tout, en fait, sur les mobilités, par exemple. Et puis, cette année, c'est subventions pour les carburants en début d'année. Et puis ensuite, choc lié à l'inflation et la guerre en Ukraine, crise d'approvisionnement, donc injonction à la maîtrise de la demande. Ce n'est pas quelque chose qui est construit, c'est vraiment dans l'urgence. Et donc là, vague de chaleur et automne particulièrement doux, qui font que la baisse, le rythme de baisse actuel, c'est très difficile d'évaluer la part qui aurait été là si on n'avait pas eu ces chocs. Voilà. Donc on manque aussi parfois d'outils d'analyse en temps réel
pour guider, pour évaluer les politiques publiques et leur efficacité. Et ce qu'on manque énormément, c'est sur l'adaptation, c'est la capacité à évaluer l'efficacité d'actions d'adaptation. Donc on manque de cadres, d'études en fait, de publications, de compétences, de socles reconnus pour le faire. Sinon, en fait, il y a une idée qui existe, en fait, qui a été mise en place par l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, que je trouve une formidable idée. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent un Climate Help Desk. Alors, c'est en néerlandais. Mais l'idée, c'est ça, c'est recueillir des questions, parfois très opérationnelles, conceptuelles, et de solliciter des scientifiques pour y répondre, plusieurs scientifiques relus pour que ce ne soit pas un individu, et parfois plusieurs réponses quand on a des visions différentes dans différentes communautés scientifiques, et en faire une ressource collective. Bon, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place à un moment donné. Donc, ça peut être une contribution à ça. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. En lien avec ce que vous disiez sur les compétences à la fin de la dernière réponse, donc vous avez formé ou en tout cas fait une formation pour les membres du gouvernement. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous sensibiliser dans le cadre, en tout cas pour les étudiants des différentes écoles. Nous, on a mis en place un parcours de formation intégré au cycle ingénieur. Quel est votre avis sur l'état des sensibilisations, de l'acculturation, des formations aujourd'hui, au moins en France et en Europe, sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre en place des cursus de sensibilisation, à mon avis, dès l'école primaire, mais je ne sais pas quel est votre avis sur la question. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on a aujourd'hui? Alors, pour l'école, c'est quelque chose d'essentiel et ça passe par la formation des enseignants. Avant des programmes, des compétences ancrées aussi dans la méthodologie scientifique, qui est importante, et la formation des enseignants. Donc, sur ce volet-là, je pense par exemple à l'Office pour l'éducation au climat, OCE.global, qui prend les rapports du GIEC, de l'IBES sur la biodiversité, avec des pédagogues, des spécialistes de l'éducation, et qui en fait des ressources que les enseignants peuvent utiliser en classe, notamment au collège, ancrées dans les programmes et les notions à acquérir, et qui peuvent permettre, donc qui sont utilisés pour former les enseignants, et ensuite les enseignants se sentent à l'aise pour transmettre et faire monter le niveau de compétence des plus jeunes. Donc là, c'est quelque chose qui peut changer d'échelle. Il y a une réflexion dans le cadre de l'ONU et de l'UNESCO pour le verdissement en fait, de l'ensemble des programmes d'éducation. Au niveau du lycée, moi, je m'étais engagée fort pour que dans la réforme du lycée, il y ait quelque chose de correct qui soit fait. Il y a eu un tronc commun sciences qui a été mis en place, climat, énergie, société. Est-ce que certains d'entre vous y sont passés? Vous n'êtes pas assez jeunes. Et la réalité des personnes de ma famille ou de mes proches que j'ai vues, c'est que les enseignants étaient mal formés. Ce n'était pas perçu comme une priorité, donc ce n'était pas nécessairement enseigné. Donc on voit que là, il y a encore des choses, je pense, à mieux construire pour se dire quel est le socle de compétences qu'on veut en fonction de la maturité, en fait, de la montée en compétences et des choix, disons, d'options et de parcours, et faire en sorte que ce soit renforcé. Dans les universités, les écoles, on voit des choses qui avancent. Donc, si vous mettez en place l'an prochain un magnifique module de 40 heures, je pense que vous ferez partie de ceux qui ont pensé une formation approfondie et pas superficielle, qui permettent en fait d'ancrer une compréhension des enjeux, mesurée, vérifiée par les examens et tout le reste, parce que c'est important, et qui fait partie de ce qui, je pense, se fait de plus approfondi. On a un manque de formation continue pour toucher les gens plus âgés, et souvent on a un manque de vérification des acquis. Dans le monde, ce que j'avais vu de plus chouette, c'était ce qui était fait à Singapour. Et donc Singapour, ils ont formé les enseignants, ils ont mis les enseignants devant les élèves, et après ils ont mesuré les idées reçues fausses des élèves et des enseignants, et ils ont amélioré la formation l'année suivante. Donc ce genre de boucle vertueuse, c'est très utile. Et le plus qui manque, c'est une certification des compétences. Donc c'est-à-dire, vous cherchez une personne dans une entreprise capable de faire la résilience d'un réseau, il faut des compétences. Comment vous vous assurez que le personnel va disposer de ces compétences-là? Donc des formations qualifiantes, reconnues, qui sont plus exigeantes. Je pense que c'est quelque chose qui ne va faire que monter en exigence au cours du temps, et dans le cadre d'une forte émulation internationale aussi.